Si tu meurs ce soir, je serai enfin libre. Il pensait qu'il était parti. Les machines respiraient pour lui. Son corps gisait immobile, silencieux, impuissant. Mais derrière ses paupières closes, Jean-Pierre Chantal écoutait. Le milliardaire était étendu sans mouvement sur le lit d'hôpital lorsque sa femme se pencha tout près, assez près pour murmurer ce qu'elle croyait ne jamais être entendu. Sa voix était calme, froide, soulagée. Pas de larmes, pas de prières, seulement la vérité. Si tu meurs ce soir, murmura-t-elle, je serai enfin libre. À l'intérieur de ce corps inerte, quelque chose se brisa. Un doigt tressaillit une seule fois, inaperçu. Et à cet instant, un homme qui avait survécu à la pauvreté, au pouvoir et au succès réalisa que l'accident le plus dangereux de sa vie n'était pas le crash qui l'avait conduit ici, mais la femme qui se tenait à ses côtés. L'accident s'était produit juste à la sortie de la ville, là où l'asphalte lisse du privilège rencontrait la poussière et le danger des routes de campagne inachevées. Jean-Pierre Chantal avait insisté pour conduire lui-même ce soir-là. Il arrivait tout droit de l'un des chantiers du groupe Beaumont. Ses bottes de chantier étaient encore aux pieds, les manches de sa chemise en lin blanc retroussées, l'esprit lourd de chiffres, d'échéances et de la pression familière d'être responsable de milliers de vies qui dépendaient de ses décisions. Le soleil déclinait bas, teintant le ciel de Provence d'un orange profond et de pourpre, lorsque le camion devant lui fit une embardée soudaine, ses freins hurlant trop tard. Le métal contre le métal, le verre qui explose, le temps qui se fracture. Les témoins diraient plus tard que le crash avait résonné comme le tonnerre déchirant la route. Au moment où les sirènes arrivèrent, la Citroën DS de Jean-Pierre était tordue au point d'être méconnaissable. Du sang striait son front. Sa respiration était superficielle. Ses yeux étaient fermés, ses cils reposant avec une immobilité surnaturelle contre sa peau. Les ambulanciers travaillèrent vite, criant des instructions par-dessus le hurlement des alarmes, luttant pour maintenir en vie l'homme d'affaires le plus puissant de la région comme n'importe quel autre être humain fragile. En quelques minutes, la nouvelle se répandit. Jean-Pierre Chantal a eu un grave accident. Les téléphones sonnèrent dans les salles de conseil. Les réunions furent suspendues. Les ouvriers sur les sites éloignés s'arrêtèrent en plein travail. Dans les bistrots et sur les terrasses de café à travers la ville, les gens fixaient les écrans de télévision avec incrédulité. Pour beaucoup, Jean-Pierre n'était pas seulement un milliardaire. Il était la preuve que quelqu'un né sans rien pouvait s'élever sans écraser les autres. Il payait des salaires justes. Il visitait les sites personnellement. Il se souvenait des noms. À la clinique privée d'Avignon, l'atmosphère était tendue et respectueuse, comme si chacun sentait qu'il se tenait sur une terre sacrée. Les médecins précipitèrent Jean-Pierre en chirurgie. Des heures passèrent. À l'extérieur du bloc opératoire, Sandrine Chantal arriva dans un flot de caméras, des larmes striant déjà son visage parfaitement maquillé. Elle serrait son sac à main comme une bouée de sauvetage, ses genoux tremblants alors qu'elle s'appuyait dans les bras d'amis et d'associés inquiets. « Mon mari » sanglotait-elle, la voix se brisant juste assez pour paraître réelle. « S'il vous plaît, priez pour mon mari. » L'image était puissante. Une épouse dévouée, une femme brisée, une histoire d'amour interrompue par le destin. À l'intérieur de la salle d'opération, le cœur de Jean-Pierre s'arrêta une fois. Pendant 17 secondes, la machine hurla. Puis, il revint. Lorsque le docteur Nathan émergea enfin, l'épuisement marquait son visage. Sa blouse blanche était tachée, ses épaules lourdes du poids de ce qu'il s'apprêtait à dire. « Nous avons réussi à le stabiliser », annonça le docteur doucement. Mais M. Chantal a subi un traumatisme sévère. Il y a un édème cérébral. Il est actuellement dans un coma profond. Les mots tombèrent comme des pierres. Sandrine laissa échapper un cri et s'effondra sur une chaise, son corps tremblant. Les caméras capturèrent l'instant. Les gros titres furent écrits avant que la nuit ne soit terminée, le milliardaire Jean-Pierre Chantal lutte pour sa vie. Ce qu'aucun gros titre ne pouvait capturer, c'était ce qui se passait sous le corps immobile de Jean-Pierre. Car Jean-Pierre Chantal n'était pas parti, il était piégé. Les ténèbres l'entouraient, épaisses et lourdes. Mais quelque part au-delà, il pouvait entendre des voix, faibles au début, puis plus claires. Le bip rythmé d'un moniteur, le doux sifflement de l'oxygène, la pression des bandages autour de sa tête. Il essaya de bouger ses doigts. Rien. La panique monta comme un feu dans sa poitrine, mais son corps refusa de répondre. Il entendit la voix du docteur Nathan. Calme,
professionnelle, distante. Pas de réponse aux stimuli externes. Nous allons surveiller de près. Jean-Pierre voulait hurler, mais au lieu de cela, il écouta. Le temps perdit son sens. Les minutes s'étirèrent en heures. Les heures se replièrent en quelque chose d'informe. Des voix allaient et venaient. Certains murmuraient des prières. Certains parlaient à voix basse et respectueuse comme s'il était déjà parti. Et puis Sandrine vint. Ses talons claquaient sèchement contre le sol, confiants, contrôlés. Ce seul son dit à Jean-Pierre que quelque chose était différent maintenant. Lorsqu'elle parla au médecin, sa voix était douce, tremblante. « Puis-je le voir ?» demanda-t-elle. Quelques instants plus tard, la chambre devint silencieuse. Sandrine s'assit à côté du lit. Jean-Pierre sentit l'affaissement du matelas. Son parfum, floral, coûteux et familier, remplit l'air. Pour un bref moment insensé, le soulagement le traversa. « Elle est là, pensa-t-il. Je ne suis pas seul. » Ses doigts effleurèrent sa main. Ils étaient froids. « Tu m'as fait peur, Jean-Pierre, » chuchota-t-elle. Il attendit la chaleur, les larmes, la supplication désespérée pour qu'il se réveille. Cela ne vint pas. Au lieu de cela, Sandrine poussa un long soupir fatigué, lourd de quelque chose qui n'était pas de la peur. « Sais-tu depuis combien de temps je vis dans ton ombre ?» continua-t-elle doucement, comme si elle confiait un secret. Toujours Jean-Pierre Chantal par-ci, Jean-Pierre Chantal par-là, le grand homme, l'histoire parfaite. Jean-Pierre sentit une fissure s'ouvrir quelque part au fond de lui. Elle se pencha plus près. « J'ai tout fait correctement, » dit Sandrine. « Je me suis tenu à tes côtés, j'ai souri, j'ai joué mon rôle. Et maintenant, regarde-toi. » Sa voix se durcit. Allongé là, silencieux, inutile. Si Jean-Pierre avait pu bouger, il aurait halté. Mais son corps le trahit, le forçant à endurer chaque mot sans réaction. Sandrine se leva brusquement, lissant sa robe. Son ton changea à nouveau alors que des infirmières passaient devant la chambre, devenant doux, inquiets, fragiles. « Oh, Jean-Pierre » murmura-t-elle assez fort pour toutes les oreilles indiscrètes. « S'il te plaît, réveille-toi. » Puis la porte se ferma. Cette nuit-là, l'infirmière Manon prit le service de nuit. Elle se déplaçait avec une grâce silencieuse, vérifiant les constantes, ajustant les machines, parlant doucement même si elle croyait que son patient ne pouvait pas l'entendre. « Vous êtes fort » chuchota-t-elle en fixant la perfusion de Jean-Pierre. « Les gens comme vous n'abandonnent pas facilement. » Ces mots s'enroulèrent autour de lui comme une couverture. Et ce fut à ce moment-là que Jean-Pierre comprit quelque chose de terrifiant et de puissant à la fois. Il pouvait entendre, il pouvait penser, il pouvait ressentir, mais il ne pouvait pas bouger. Et si Sandrine croyait qu'il était vraiment inconscient, alors la vérité, sa vérité, se révélerait bientôt. Dans le calme de cette chambre d'hôpital, Jean-Pierre prit une décision qui allait tout changer. Il ne se réveillerait pas. Pas encore. Il écouterait. Il observerait. Et quand le moment serait venu, le silence dans lequel il était piégé deviendrait sa plus grande arme. À l'extérieur de la clinique, la Provence dormait, ignorant qu'un homme que tout le monde croyait impuissant ouvrait doucement les yeux sur la réalité la plus dangereuse de toutes. Non pas l'accident, non pas les blessures, mais la personne en qui il avait le plus confiance. Le matin vint lentement dans l'aile privée de la clinique, porté par une lumière pâle qui se glissait à travers les stores mi-clos. Les machines autour de Jean-Pierre Chantal continuaient leur travail régulier, comptant les secondes, mesurant les souffles, prétendant que la vie pouvait être réduite à des chiffres sur un écran. Pour le monde, Jean-Pierre restait inconscient. À l'intérieur, son esprit était grand éveillé. Il apprit le rythme de l'endroit, le doux frottement des infirmières changeant de service, l'écho lointain des pas dans le couloir, la façon dont les médecins baissaient la voix dès qu'ils entraient dans sa chambre. Il apprit ce que le temps représentait quand on ne pouvait pas bouger, comment chaque son devenait aigu, chaque mot plus lourd qu'il ne le devrait. Plus que tout, il apprit comment les gens parlaient lorsqu'ils croyaient qu'un homme ne pouvait plus entendre. Sandrine revint en milieu de matinée, vêtue de noir. Malgré la chaleur, ses lunettes de soleil étaient assez grandes pour cacher ses yeux. Au moment où elle entra dans la chambre, sa posture changea. Ses épaules retombèrent. La performance s'arrêta. Elle se tint au-dessus de Jean-Pierre, étudiant son visage comme un objet dont elle n'avait plus besoin.
Alors c'est ça, dit-elle calmement. Le puissant Jean-Pierre Chantal. Il n'y avait aucune tendresse dans sa voix maintenant, seulement de l'évaluation. Elle s'assit, croisa les jambes et vérifia son téléphone. Les messages affluaient, sympathie, inquiétude, offre d'aide. Elle répondait sélectivement, choisissant des mots qui la peignaient comme l'épouse dévouée tenant son monde brisé à bout de bras. Puis elle se pencha de nouveau vers Jean-Pierre. Tu sais, dit-elle presque sur le ton de la conversation, les gens pensent qu'aimer un homme puissant est une bénédiction. Ils ne voient pas la prison. Jean-Pierre sentit chaque mot peser sur lui. Je ne pouvais pas respirer sans que le monde ne regarde, continua Sandrine. Chaque décision devait correspondre à ton image, tes valeurs, ton héritage. Elle rit doucement, amèrement. Et maintenant regarde. Un accident et tout s'arrête. La poitrine de Jean-Pierre se serra. Il voulait lui demander quand l'amour s'était transformé en ressentiment, quand le partenariat était devenu une compétition. Mais ses lèvres restèrent immobiles, ne trahissant rien. Une infirmière entra brièvement, vérifiant les moniteurs. Le visage de Sandrine se transforma instantanément, les yeux brillants, la voix tremblante. Un changement ? demanda-t-elle. L'infirmière secoua la tête. Pas encore de réponse, madame. Sandrine hocha la tête solennellement, serrant la main de Jean-Pierre juste assez longtemps pour être vue. Quand l'infirmière partit, Sandrine le lâcha comme si le toucher la brûlait. Tu as toujours détesté la faiblesse, dit-elle platement. Je me demande ce que tu penserais de toi-même maintenant. Elle se leva, lissa sa robe et sortit sans se retourner. Du coin de la pièce, l'infirmière Manon regarda la porte se fermer. Elle était infirmière depuis plus de 10 ans. Elle avait vu des familles se déchirer dans ses chambres, vu l'amour révéler sa vraie forme sous la pression. Quelque chose dans les visites de Sandrine la troublait. Pas ce qu'elle disait à haute voix, mais ce qu'elle ne disait pas. Manon s'approcha du lit de Jean-Pierre, ses mouvements doux. « Je ne sais pas si vous pouvez m'entendre » murmura-t-elle en ajustant sa couverture. « Mais vous n'êtes pas seul ici. » Sa voix était chaude, stable, humaine. Jean-Pierre s'y accrocha comme à une corde. Plus tard ce jour-là, des pas plus lourds que ceux de Sandrine résonnèrent dans le couloir. Stéphane entra dans la chambre, le visage tiré par l'inquiétude. Il ne fit aucune tentative pour se cacher. Contrairement à Sandrine, il ne jouait pas pour les machines ou les murs. Il alla droit au chevet de son frère et s'assit lourdement. « Jean-Pierre, » dit Stéphane doucement, s'éclaircissant la gorge. « Je ne sais pas si tu m'entends, mais je suis là. » Il frotta ses mains nerveusement. « Je n'arrête pas de penser à ce dernier appel, » continua-t-il. « Tu as dit que tu me dirais quelque chose d'important à ton retour. » Le silence lui répondit. Stéphane soupira. « Tu as toujours porté trop de choses tout seul. » C'est peut-être pour ça qu'aucun de nous n'a vu cela venir. Sandrine revint au milieu de la visite de Stéphane, son expression se durcissant légèrement en le voyant. « Stéphane, » dit-elle froidement. « Je ne m'attendais pas à te voir aujourd'hui. »« Je suis venu voir mon frère, » répondit Stéphane, le ton poli mais ferme. Sandrine força un sourire. « Bien sûr, nous sommes tous inquiets. » Stéphane l'étudia attentivement. Il y avait quelque chose de mesuré dans son regard maintenant, quelque chose de nouvellement alerte. « Comment tiens-tu le coup » demanda-t-il. Sandrine expira théâtralement. « C'est insupportable. » L'attente, l'incertitude. Pourtant, ses yeux glissèrent brièvement vers son téléphone, vers les notifications qui allumaient son écran. Stéphane le remarqua. « J'ai passé en revue certaines choses au bureau, » dit-il avec désinvolture. « Juste pour maintenir la stabilité. » Sandrine se raidit. « Jean-Pierre ne t'a pas demandé de faire ça. » Il n'avait pas besoin de le faire, répondit Stéphane d'un ton égal. « Je suis de la famille. » Pendant un moment, l'air entre eux devint tendu, étiré par une suspicion non dite. Sandrine récupéra la première. « Eh bien, » dit-elle légèrement. « Nous voulons tout ce qu'il y a de mieux pour Jean-Pierre. » Elle attrapa de nouveau la main de Jean-Pierre, cette fois en la tenant un peu plus longtemps. « S'il se réveille, » ajouta-t-elle presque pensivement. Jean-Pierre entendit les mots et sentit quelque chose s'installer en lui. Plus de choc, mais de la clarté. Sandrine partit peu après, prétextant l'épuisement. Stéphane s'attarda,
assis en silence, observant le visage immobile de son frère. « Tu as toujours été la personne la plus forte que je connaisse, » dit Stéphane doucement. « Si quelqu'un peut revenir de ça, c'est toi. » Il se leva pour partir, s'arrêtant à la porte. « Et si quelqu'un essaie de profiter de toi pendant que tu es à terre, » ajouta-t-il calmement, « ils n'iront pas loin. » Jean-Pierre aurait voulu pouvoir sourire. Ce soir-là, alors que la clinique redevenait calme, Sandrine revint une dernière fois. Elle croyait que la journée avait épuisé la vigilance de tout le monde. Elle croyait que la vérité était plus en sécurité dans l'obscurité. Elle s'assit près de Jean-Pierre et se pencha tout près, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « J'ai donné assez de ma vie à attendre, » dit-elle. « Si tu ne te réveilles pas bientôt, je n'attendrai plus très longtemps. » Sa main reposa sur sa poitrine, non pas amoureusement, mais de manière possessive. Le cœur de Jean-Pierre s'emballa sous sa paume. Il comprenait maintenant. Ce n'était pas un moment de chagrin ou de confusion. C'était du calcul. C'était de l'impatience. Et sous l'immobilité de son corps, Jean-Pierre Chantal se fit une autre promesse. Il survivrait à cela. Pas juste à l'accident, pas juste aux blessures, mais à la vérité. Et quand il ouvrirait enfin les yeux, rien ne resterait caché. Au 4e jour, la clinique ne ressemblait plus à un lieu de guérison pour Jean-Pierre Chantal. Elle ressemblait à un tribunal où la vérité et les mensonges témoignaient tour à tour, ignorant que le juge gisait silencieux sur le lit. Son corps restait lourd, distant, comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Mais son esprit, vif et alerte, cataloguait tout. Chaque pas, chaque pause, chaque changement de ton. Ce matin-là, le docteur Nathan se tenait au pied du lit, porte-bloc en main, parlant par phrases mesurées. « Pas encore de réponse neurologique significative, » dit-il au petit groupe rassemblé. « Nous continuons de surveiller l'édème. La récupération, si elle vient, prendra du temps. » Sandrine se tenait au plus près du docteur, bras croisés, hochant la tête gravement. Elle maîtrisait la posture de l'inquiétude, la légère inclinaison de la tête, le faible pli entre ses sourcils. « Combien de temps, docteur » demanda-t-elle doucement. Le docteur Nathan hésita. « Des jours, des semaines, peut-être plus longtemps. » Sandrine expira lentement, comme si elle absorbait le poids du sacrifice. « Je comprends, » dit-elle. « Nous ferons tout ce qui est nécessaire. » Jean-Pierre écoutait. Il admirait presque la précision de sa performance. Quand le docteur partit et que les infirmières se dispersèrent, Sandrine s'attarda. La chambre s'installa dans un calme rompu seulement par le rythme régulier des machines. Sandrine vérifia la porte. Fermée. Elle se tourna vers Jean-Pierre. « Tu vois, » dit-elle, sa voix perdant sa douceur comme un manteau inutile. « Même eux ne savent pas à quoi s'attendre. » Elle marcha vers la fenêtre, fixant la ville en contrebas. Les voitures avançaient. Les gens vivaient. La vie continuait. « J'imaginais cet endroit différemment, » continua Sandrine. « Les hôpitaux. Je pensais que c'étaient des endroits où les gens se battaient pour vivre ou apprenaient à lâcher prise. » Elle jeta un regard vers lui. « Je ne m'attendais pas à me sentir soulagée. » Les mots frappèrent Jean-Pierre comme un coup. Sandrine revint au chevet et s'assit lentement. Ses mouvements étaient délibérés maintenant, sans hâte. Il n'y avait plus personne à convaincre. « Tu n'as jamais été cruel, Jean-Pierre, » dit-elle. « C'est la partie la plus étrange. Tu as tout fait correctement. Tu as pourvu aux besoins. Tu as protégé. Tu as bâti un empire et tu rentrais quand même à la maison tous les soirs. » Elle sourit faiblement. « Mais tu n'as jamais remarqué à quel point je me sentais petite à côté de toi. » Jean-Pierre sentit une onde de confusion sous la douleur. « Quand j'entrais dans une pièce, » continua Sandrine, « les gens ne me voyaient pas. Ils voyaient ta femme, ton ombre, ton accessoire. » Ses doigts tapotaient légèrement contre la barre du lit. « Et je détestais ça, » admit-elle. « Je détestais que peu importe mes efforts, je ne pourrais jamais être plus importante que ton travail, ton héritage, ton nom. » Jean-Pierre voulait argumenter, lui dire avec quel soin il avait équilibré son monde, comment chaque nuit tardive avait été pour l'avenir qu'il partageait, comment il avait cru que la stabilité était de l'amour. Mais le silence le tenait en otage. Sandrine se pencha en avant, reposant ses coudes sur ses genoux. « Tu sais ce qui m'effraie le plus ?
demanda-t-elle doucement. Pas de te perdre. Perdre du temps? Elle rit doucement, sans humour. Le temps que j'ai passé à être patiente. Le temps que j'ai passé à attendre que tu me voies. Son regard se durcit. Et maintenant te voilà, incapable de parler, incapable de m'empêcher de me choisir enfin. Elle se leva brusquement, l'agitation s'insinuant dans ses mouvements. Je ne serai plus piégée, dit Sandrine. Pas par la culpabilité, pas par la loyauté, pas par un homme qui pourrait ne jamais se réveiller. Elle fit les 100 pas dans la chambre une fois, puis s'arrêta de nouveau à ses côtés. Si tu te réveilles demain, dit-elle froidement, on trouvera une solution. Thérapie, convalescence, une vie plus lente. Ses lèvres se pressèrent en une ligne fine. Mais si tu ne le fais pas, elle haussa légèrement les épaules. Alors c'est ici que notre histoire se termine. La porte s'ouvrit soudainement et l'infirmière Manon entra portant des draps propres. L'expression de Sandrine changea instantanément, les yeux s'adoucissant, les épaules s'affaissant. Je lui parlais juste, dit-elle doucement. Je sais qu'il ne peut pas m'entendre, mais je crois que ça compte. Manon hocha la tête poliment, bien que quelque chose dans ses yeux s'attarda sur le visage de Sandrine. Je vais vous laisser un moment, dit l'infirmière. Sandrine sourit avec gratitude, puis se pencha et effleura le front de Jean-Pierre de ses lèvres. Le baiser était léger, exercé et vide. En sortant, Jean-Pierre sentit quelque chose s'installer profondément en lui. Pas du désespoir, mais de la résolution. Cet après-midi-là, Stéphane revint. Il se tenait près du pied du lit, mains dans les poches, étudiant son frère avec un froncement de sourcils pensif. « Tu as l'air pareil, dit-il doucement. Fort, têtu. » Il tira une chaise. « J'ai beaucoup réfléchi, » continua Stéphane. À la vitesse à laquelle les gens changent quand le pouvoir est incertain. Jean-Pierre sentit ce qui allait venir avant que Stéphane ne le dise. Sandrine pose des questions, dit Stéphane, sur l'entreprise, sur les parts, sur l'autorité. Stéphane secoua la tête lentement. Elle ne s'est jamais souciée de ces choses avant. Le cœur de Jean-Pierre battit plus fort. Je ne veux accuser personne injustement, ajouta Stéphane. Mais quelque chose sonne faux. Il se pencha plus près, baissant la voix. Si tu peux m'entendre, Jean-Pierre, j'ai besoin que tu saches ceci. Je surveille, et je ne laisserai personne démanteler ce que tu as construit. Pour la première fois depuis l'accident, Jean-Pierre ressentit quelque chose ressemblant à du réconfort. Cette nuit-là, quand le service devint calme et que les ombres s'étirèrent longuement sur les murs, Sandrine revint encore. Cette fois, elle ne s'assit pas. Elle se tint au-dessus de lui, bras croisés, sa silhouette nette contre la lumière tamisée. Il commence à poser des questions, dit-elle platement. Ton frère, le conseil d'administration. Tout le monde veut des réponses que je n'ai pas. Elle se pencha plus près, sa voix basse et bordée d'irritation. Je n'ai pas signé pour être une aide-soignante, claqua Sandrine. J'ai signé pour une vie. Elle se redressa et prit une inspiration. J'ai assez donné, dit-elle, et j'ai fini de prétendre le contraire. Son regard se fixa sur les yeux fermés de Jean-Pierre, cherchant quelque chose de la culpabilité peut-être, ou de la peur. Elle ne trouva ni l'un ni l'autre. Sandrine se détourna, ses talons claquant sèchement alors qu'elle quittait la chambre. Seul à nouveau, Jean-Pierre gisait suspendu entre deux mondes, entre l'homme qu'il avait été et celui qu'il devenait. Il comprenait maintenant que se réveiller trop tôt mettrait fin à l'histoire avant que la vérité ne se révèle pleinement. Alors, il resta immobile et attendit. Au 5e jour, l'aile de la clinique sentait faiblement l'antiseptique et les fleurs coûteuses. Des bouquets livrés par des gens qui voulaient que leur nom soit retenu, même si leur cœur était absent. Des cartes empilées sur la table de chevet. Bon rétablissement, Président. Nous prions. Le groupe Beaumont a besoin de vous. Mais aucun de ces mots ne réchauffa Jean-Pierre Chantal comme une seule phrase calme de l'infirmière Manon. Vous êtes toujours là, chuchota-t-elle en vérifiant son pouls. Je peux le sentir. Les mains de Manon étaient prudentes, respectueuses, comme si Jean-Pierre n'était pas un patient milliardaire, mais simplement un être humain qui lui était confié. Elle ajusta son oreiller, lissa la couverture près de ses épaules, puis s'arrêta une seconde de plus que nécessaire, comme quelqu'un écoutant une réponse qui n'avait pas le droit de venir. De l'autre côté du couloir, l'équipe changeait. Des pas allaient et venaient.
Une paire de jeunes infirmières bavardaient à voix basse. Ils disent que sa femme n'a pas quitté l'hôpital, murmura l'une. Oui, elle est toujours là, répondit l'autre. Toujours? Quand les caméras sont là. Manon ne rejoignit pas les commérages. Elle ne leva pas les yeux au ciel ni ne sourit en coin. Elle continua simplement de travailler, le visage calme. Mais ses yeux s'aiguisaient chaque fois que Sandrine entrait dans la chambre, comme si elle étudiait les moindres détails de la façon dont une infirmière étudie une plaie, cherchant ce qui se cache sous la surface. Plus tard ce matin-là, le docteur Nathan arriva avec 2 spécialistes. Ils parlèrent doucement au pied du lit de Jean-Pierre. Réponse minimale, dit le docteur Nathan, tapotant le dossier. Mais il y a une stabilité. C'est quelque chose. Sandrine se tenait à côté d'eux, portant un manteau crème et une expression de fatigue dévouée. Elle pressa ses doigts contre ses lèvres comme si elle retenait des larmes. Alors, il y a de l'espoir, dit-elle. Il y a toujours de l'espoir, répondit le docteur Nathan, prudent de ne pas promettre ce qu'il ne pouvait contrôler. Sandrine hocha la tête, puis tourna son attention vers les spécialistes. Y a-t-il quelque chose de plus que nous puissions faire? Demanda-t-elle. Un traitement? Quelque chose qui pourrait le réveiller plus vite? La question semblait tendre, mais dessous gisait une faim. Jean-Pierre pouvait la sentir même sans voir ses yeux. Les médecins partirent. La porte cliqueta en se fermant. Sandrine expira longuement, impatiente. Tu les as entendus, dit-elle à Jean-Pierre, la voix tombant dans ce ton privé qu'elle réservait à un homme qu'elle croyait incapable d'entendre. L'espoir. Toujours l'espoir. Elle émit un petit rire bref. L'espoir ne paie pas les factures, Jean-Pierre. L'espoir ne dirige pas les entreprises. Elle vérifia son téléphone. Une notification vibra. Une autre et une autre. Le pouce de Sandrine bougeait rapidement, envoyant des messages avec l'aisance de quelqu'un gérant plus que du chagrin. Lorsque l'infirmière Manon entra pour changer la perfusion de Jean-Pierre, le visage de Sandrine s'adoucit instantanément. Merci, dit Sandrine avec un tremblement. S'il vous plaît, prenez bien soin de lui. Manon croisa son regard poliment. C'est mon travail, madame. Sandrine sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. Il est plus qu'un travail, dit-elle. Manon ne dit rien, mais alors que Sandrine sortait de la chambre, l'expression de l'infirmière changea à calme, pensive, presque triste. Elle se pencha plus près de Jean-Pierre en travaillant. Certaines personnes ne savent pas comment porter l'amour, murmura Manon, la voix à peine audible. Elles savent seulement porter ce que l'amour peut leur donner. La poitrine de Jean-Pierre se serra. S'il avait été capable de pleurer, il l'aurait fait. Au lieu de cela, il dériva en arrière dans sa mémoire, tiré par la douceur de la voix de Manon. Il se souvint des mains d'une autre femme. Monique, sa mère. Pas dans un hôpital, pas dans un manoir, mais dans une petite maison aux murs fissurés et au toit qui chantait quand la pluie tombait. Les mains de sa mère étaient rugueuses à cause du travail, les paumes lignées par les épreuves. Pourtant, quand elle le touchait, il sentait que le monde ne pouvait pas lui faire de mal. Jean-Pierre avait 8 ans dans ce souvenir, pieds nus et maigre, tenant un livre d'école à la couverture déchirée. Il était rentré à la maison avec des larmes coincées dans la gorge parce que d'autres garçons s'étaient moqués de lui. « Ton uniforme ressemble à des chiffons », avait-il dit. « Ta mère vend du pain comme une femme de la rue. » Il avait avalé la honte jusqu'à ce qu'elle devienne tranchante. Monique l'avait regardé, ses yeux stables. « Viens », avait-elle dit, l'asseyant sur un tabouret en bois. Elle avait essuyé son visage avec le coin de son tablier et soulevé doucement son menton. « Mon fils », chuchota-t-elle. « Sais-tu ce qui rend une personne riche ?» Jean-Pierre, petit et en colère, avait secoué la tête. « Pas l'argent, dit Monique. L'argent va et vient. La richesse, c'est ce qui reste quand l'argent disparaît. » Elle pressa sa main sur sa poitrine. « La bonté reste, lui dit-elle. L'intégrité reste. Et Dieu voit ce que les gens ne voient pas. » Jean-Pierre se souvint de l'odeur de la baguette et du beurre frais dans la cuisine, le son lointain des voisins riant, la chaleur de la présence de sa mère, même dans la pauvreté. C'était le genre d'amour autour duquel il avait construit sa vie calme, sacrificielle, solide. Et maintenant, allongé piégé sous cette couverture d'hôpital, il se demandait quand l'amour de Sandrine avait cessé d'être cela,
ou s'il l'avait jamais été. La voix de Manon le ramena au présent. « Je ne connais pas votre histoire, dit-elle doucement, remplaçant le tube de perfusion. Mais je peux dire que vous vous êtes battu auparavant. » Elle resta immobile un moment, puis ajouta, « Et je peux dire que vous n'avez pas fini. » Dans le couloir, le son de talons claquant sèchement. Sandrine. Elle revint vers le soir, suivie d'une femme que Jean-Pierre reconnut à sa voix seule. Valérie, l'une des amies les plus proches de Sandrine dans la haute société. Valérie riait facilement, comme quelqu'un qui ne s'était jamais soucié de comment payer un loyer. « Oh, Sandrine, dit Valérie, sa voix dégoulinant de fausse sympathie. Cela doit être si dur. » Sandrine émit un petit son contrôlé. Ça l'est. Les deux femmes entrèrent dans la chambre, et Jean-Pierre sentit la posture de Sandrine changer encore, devenant l'épouse polie devant la compagnie. Valérie s'approcha du lit et fixa Jean-Pierre une seconde trop longtemps. « Il a l'air paisible, » murmura Valérie. Le rire de Sandrine fut calme et amer. « Paisible n'est pas utile. » Valérie baissa la voix. « Ont-ils dit quelque chose à propos, tu sais, des arrangements ?» Le silence de Sandrine dura une demi-seconde de trop. « Je m'en occupe, dit-elle. » Le ton de Valérie devint sournois. « Et l'entreprise, les comptes, tout ça ?» Sandrine la coupa d'un regard vif, puis regarda vers la porte comme si elle se souvenait d'où elles étaient. « Pas ici, » dit Sandrine rapidement. Elle s'approcha du lit, baissant encore plus la voix. « On parlera plus tard. » Valérie hocha la tête, mais sa curiosité ne faiblit pas. Avant de partir, Valérie se pencha vers Jean-Pierre et dit doucement, presque comme une blague, « Ne prenez pas trop de temps, M. Chantal. Les gens bougent vite quand un trône est vide. » Les lèvres de Sandrine se serrèrent. Elle raccompagna Valérie, mais Jean-Pierre pouvait sentir l'irritation irradier d'elle comme de la chaleur. Quelques minutes plus tard, Stéphane arriva. Sa présence était différente de celle de Sandrine. Pas de parfum, pas de performance, pas de tapotement incessant sur un téléphone. Juste une loyauté tranquille et des yeux qui semblaient fatigués par des nuits sans sommeil. Il s'assit près de Jean-Pierre, se penchant en avant. « J'ai parlé à maître Jean, » dit Stéphane, la voix basse. « Il m'a dit que Sandrine a demandé à examiner certains documents. » Le cœur de Jean-Pierre battait la chamade. Stéphane expira, sa mâchoire se serrant. « Je ne voulais pas le croire, Jean-Pierre, mais elle agit comme une femme qui prépare une fin. » Il tomba dans le silence, puis chuchota, « Et je commence à penser qu'elle n'attend pas le destin. » Stéphane se leva, fit les 100 pas une fois, puis revint au chevet. « Si tu peux m'entendre, dit-il, la voix épaisse. J'ai besoin que tu tiennes bon. Pas pour l'entreprise, pas pour l'argent. » Il déglutit difficilement. « Pour ta propre dignité. » Jean-Pierre voulait attraper la main de son frère pour lui dire qu'il n'était pas seul. Mais la paralysie le retenait. Cette nuit-là, quand l'aile devint calme et que les lumières de la ville clignotaient au loin, Sandrine revint une fois de plus. Elle ne savait pas que Manon s'était avancée dans le couloir et s'était arrêtée, écoutant, immobile, silencieuse, inaperçue. Sandrine se tenait au-dessus de Jean-Pierre, sa voix basse et tranchante. « Je suis fatiguée de ça, » siffla-t-elle. « Tout le monde veut que je sois forte, mais personne ne demande ce que je veux. Personne ne se soucie de ce que j'ai sacrifié. » Elle se pencha plus près. « Tu as toujours pensé que tu sauvais les gens, » dit-elle. « Mais tu ne m'as jamais sauvé. » Il y eut une pause, puis la voix de Sandrine s'adoucit, dangereusement calme. « Si tu ne te réveilles pas bientôt, » murmura-t-elle, « je ferai en sorte que cela se termine d'une façon ou d'une autre. » Dans le couloir, le souffle de l'infirmière Manon se bloqua. À l'intérieur de la chambre, l'esprit de Jean-Pierre hurlait. Et à cet instant, Manon comprit ce que tous les autres n'avaient pas saisi. Ce n'était pas juste un mariage craquant sous la tragédie. C'était quelque chose de plus sombre, quelque chose d'urgent. Et Jean-Pierre Chantal, piégé derrière des yeux clos, manquait de temps. Le 6e jour commença avec la pluie. Elle tombait doucement d'abord, tapotant contre les hautes fenêtres en verre de l'aile privée de la clinique, puis devint plus lourde, lavant la ville de gris. Jean-Pierre Chantal l'écoutait comme un prisonnier écoute des pas, mesurant le temps par le son, comptant les espaces entre les moments. La pluie l'avait toujours calmé. Aujourd'hui, elle l'aiguisait. Sandrine arriva plus tôt que d'habitude.
Il n'y avait pas de caméra à sa suite cette fois. Pas de pause dramatique à l'entrée. Elle se déplaçait avec détermination, ses talons frappant le sol avec une précision coupante, comme si elle avait un autre endroit où elle préférerait être. Elle ne salua pas Jean-Pierre. Elle ne s'assit pas. Elle alla directement à la fenêtre, tira légèrement le rideau et fixa la ville trempée de pluie. « Il me surveille », dit-elle brusquement, brisant le silence. « Tout le monde me surveille. » Jean-Pierre sentit les mots atterrir comme des pierres. « Le conseil, ton frère, même le personnel », continua Sandrine. Il sourit, « Mais je peux le sentir. Ils attendent, mesurant combien de temps je reste loyal. » Elle se tourna vers le lit, son expression dure. « Je ne serai pas testée comme ça. » Elle fouilla dans son sac à main et sortit son téléphone. Jean-Pierre entendit la tonalité familière alors qu'elle passait un appel, sa voix passant à quelque chose de plus léger, plus intime. « Oui, dit-elle doucement. Je suis à la clinique. » Une pause. « Non, il est pareil. » Une autre pause, plus longue cette fois. « Je sais, » répondit Sandrine, baissant la voix. « Mais les choses avancent trop lentement. Je ne peux pas attendre éternellement. » Le cœur de Jean-Pierre s'emballa. Il reconnut ce ton. Il l'avait entendu une fois auparavant, il y a des années, quand Sandrine avait parlé d'opportunité, de savoir quand agir. Elle se détourna du lit en continuant l'appel. « Tu as promis, dit-elle sèchement. Tu as dit qu'une fois qu'il serait hors du tableau, tout serait plus facile. » La pluie dehors s'intensifia, le tonnerre grondant faiblement au loin. « Je me fiche de comment, » chuchota Sandrine. « J'ai juste besoin que ce soit résolu. » Sa prise se resserra autour du téléphone. « Oui, » dit-elle après une pause. « Ce soir. » Elle mit fin à l'appel et resta immobile un moment, respirant profondément comme pour se stabiliser. Puis elle se tourna de nouveau vers Jean-Pierre. « Si tu peux m'entendre, » dit-elle platement. C'est la partie où tout change. Elle partit sans un autre mot. Les pensées de Jean-Pierre s'entrechoquaient. Son corps restait inutile, sans réaction. La décision qu'il avait prise de rester silencieux, d'écouter, semblait soudain dangereuse. Pour la première fois depuis l'accident, la peur s'insinua, froide et réelle. Pas la peur de la mort, la peur de la trahison portée à sa conclusion finale. Quelques minutes plus tard, l'infirmière Manon entra, ses mouvements plus lents que d'habitude, son expression troublée. Elle vérifia les constantes de Jean-Pierre, puis hésita, jetant un coup d'œil vers la porte comme pour s'assurer qu'ils étaient seuls. « Quelqu'un vient de demander à changer votre calendrier de médication, » dit-elle doucement. « Quelqu'un qui ne devrait pas faire cette demande. » Jean-Pierre sentit une pointe d'alarme. Manon se pencha plus près, baissant la voix. « Je n'ai rien autorisé, » continua-t-elle. « Et le docteur n'attend non plus. » Ses yeux cherchèrent le visage de Jean-Pierre, cherchant quelque chose. N'importe quoi. « Je ne sais pas ce qui se passe, » admit-elle, « mais je vous promets ceci. Je ne laisserai personne toucher à ce qu'ils ne comprennent pas. » Elle se redressa et alla à la porte, la verrouillant discrètement. Ce petit clic résonna plus fort que le tonnerre dans l'esprit de Jean-Pierre. Plus tard cet après-midi-là, Stéphane arriva, la pluie collant à sa veste, le visage tiré par l'inquiétude. « Je viens d'avoir maître Jean au téléphone, » dit-il en faisant les 100 pas dans la chambre. Sandrine a demandé une révision d'urgence de l'autorité médicale de Jean-Pierre. Ses mains se serrèrent en poing. Elle veut pouvoir prendre des décisions unilatérales. Stéphane continua. Des décisions qui devraient impliquer le conseil ou moi. Il arrêta de faire les 100 pas et se tint à côté de Jean-Pierre. Ce n'est pas normal, dit Stéphane doucement. Ce n'est pas du chagrin. Il se pencha plus près. Si tu peux m'entendre, Jean-Pierre, chuchota-t-il. Tu dois te réveiller bientôt. Je ne fais pas confiance à ce qui vient après. Jean-Pierre voulait crier, je sais. Il voulait hurler, arrêtez-la. Mais le silence s'enroulait autour de lui comme des chaînes. Ce soir-là, les lumières de la clinique baissèrent, projetant de longues ombres à travers le couloir. La pluie ralentit enfin, laissant derrière elle une immobilité épaisse et malaisée. Sandrine revint après les heures de visite. Pas d'annonce, pas d'hésitation. Elle portait un manteau sombre, ses cheveux tirés en arrière, le visage figé par la détermination plutôt que par le chagrin.
Elle ferma la porte derrière elle et resta là un moment, écoutant. Tu as toujours détesté la confrontation, dit-elle finalement. Tu préférais les plans, les systèmes, le contrôle. Elle s'approcha du lit. J'ai appris de toi, continua Sandrine. J'ai juste appris plus vite. Elle attrapa le poignet de Jean-Pierre, non pour le réconforter, mais pour sentir le pouls sous sa peau. Tu es fort, dit-elle. Mais la force ne compte pas si tu ne peux pas l'utiliser. On frappa à la porte. Sandrine se raidit. La voix de l'infirmière Manon vint de l'extérieur. Madame Chantal, le docteur Nathan m'a demandé de vous informer qu'aucun changement aux soins de M. Chantal ne sera fait ce soir. La mâchoire de Sandrine se serra. Je n'ai demandé aucun changement. Il y eut une pause. Si, vous l'avez fait, répondit Manon calmement. Mais la réponse est non. Sandrine expira sèchement et s'éloigna du lit. On parlera plus tard, lança-t-elle. La porte s'ouvrit brièvement, puis se referma. Sandrine se retourna vers Jean-Pierre, les yeux flamboyants. C'est exactement ce que je veux dire, siffla-t-elle. Tout le monde pense savoir ce qui est le mieux pour toi. Elle se pencha tout près, son visage à quelques centimètres du sien. Mais ils ne te connaissent pas comme je te connais. Sa voix tomba à un murmure. Et ils ne savent pas ce que je suis prête à faire. Elle se redressa et sortit, ses pas résonnant dans le couloir comme un avertissement. Quelques instants plus tard, Manon revint, son expression composée, mais ses mains tremblant légèrement. J'ai augmenté la sécurité de votre chambre, chuchota-t-elle. Et j'ai parlé au docteur Nathan. Elle fit une pause, puis ajouta, si vous écoutez, vous devez tenir bon. Juste un peu plus longtemps. Alors que la nuit s'installait, Jean-Pierre gisait suspendu entre la paralysie et l'urgence. Le danger n'était plus subtil. L'impatience de Sandrine s'était aiguisée en quelque chose d'imprudent. La pluie reprit, légère mais persistante. Et quelque part dans l'obscurité au-delà des murs de la clinique, des plans avançaient. Des plans qui ne supposaient plus que Jean-Pierre Chantal se réveillerait un jour. Au 7e jour, la clinique ne semblait plus neutre. Elle semblait divisée. Il y avait des gens qui entraient dans la chambre de Jean-Pierre Chantal avec soin, pas feutrés, voix baissée, yeux qui s'attardaient avec inquiétude. Et puis il y avait ceux qui entraient avec un but, avec du calcul derrière leur sourire, comme si la chambre elle-même était un coffre-fort en attente. Stéphane le remarqua plus clairement que quiconque. Il arriva tôt ce matin-là avant Sandrine, avant les membres du conseil qui visitaient maintenant en rotation prudente. Il se tenait près de la fenêtre, regardant la ville s'éveiller sous un ciel pâle, son reflet faiblement visible dans le verre. Quelque chose cloche, dit-il doucement, n'attendant pas de réponse. Et ça empire. Il se tourna vers le lit de son frère, étudiant le visage immobile de Jean-Pierre. L'édème avait légèrement diminué. Les lignes de douleur étaient plus douces maintenant. Si Stéphane ne savait pas mieux, il aurait pu penser que Jean-Pierre dormait simplement, mais le sommeil n'expliquait pas la tension dans la chambre. J'ai vérifié les registres d'accès hier soir, continua Stéphane. Quelqu'un a essayé de contourner le protocole de l'hôpital 2 fois. Il secoua la tête. Ils ne sont pas allés loin, mais la tentative seule. Sa voix s'éteignit. Jean-Pierre entendait chaque mot, son cœur battant sous le rythme régulier des machines. Stéphane était plus proche maintenant. Le danger n'était plus juste un sentiment. Il avait des empreintes. Sandrine arriva 1 heure plus tard, flanquée de maître Jean. Elle marchait avec assurance. Son expression composée, son chagrin parfaitement retenu. Mais Stéphane vit la lueur d'agacement dans ses yeux quand elle réalisa qu'il était déjà là. « Stéphane, dit Sandrine froidement. Tu es Lato. »« Je pourrais dire la même chose, répondit-il. Sandrine sourit faiblement. « Je suis sa femme. »« Et je suis son frère, dit Stéphane d'un ton égal. Nous sommes tous les deux autorisés. » Maître Jean s'éclaircit la gorge, s'avançant. « Nous devons discuter de quelques questions urgentes. » Sandrine hocha la tête. Oui, l'état de Jean-Pierre a rendu certaines responsabilités. Peu claires. Stéphane croisa les bras. Inconscient ne veut pas dire disponible. Les yeux de Sandrine se durcirent une demi-seconde avant de s'adoucir à nouveau. J'essaie juste d'empêcher les choses de s'effondrer, dit-elle.
L'entreprise a besoin de leadership. Les décisions ne peuvent pas attendre éternellement, et Jean-Pierre non plus, répondit Stéphane. Il est toujours en vie. Sandrine inspira brusquement, puis laissa échapper son souffle lentement. Envie n'est pas la même chose que présent, dit-elle. Tu le sais. Jean-Pierre sentit quelque chose se tordre douloureusement dans sa poitrine. Les mots n'étaient pas criés. Ils n'avaient pas besoin de l'être. Leur cruauté résidait dans la facilité avec laquelle ils étaient prononcés. Maître Jean se déplaça mal à l'aise. Peut-être devrions-nous sortir. Non, interrompit Stéphane. S'il y a quelque chose à dire, dites-le ici. Sandrine le fixa, puis hocha la tête une fois. Très bien, dit-elle. Je veux une autorité temporaire sur certaines questions opérationnelles jusqu'à ce que Jean-Pierre récupère. Et s'il ne récupère pas? Demanda Stéphane. Le regard de Sandrine glissa brièvement vers le visage de Jean-Pierre. Alors nous nous adaptons, dit-elle. Le silence qui suivit était épais. Stéphane s'approcha du lit, plaçant une main doucement sur la barrière. Mon frère n'a pas construit sa vie sur la convenance, dit-il. Et il n'a pas épousé quelqu'un qui abandonne quand les choses deviennent difficiles. Les lèvres de Sandrine tremblèrent, non de tristesse, mais de colère. Tu ne sais pas ce que c'est, claqua-t-elle. De vivre à côté d'un homme qui appartient à tout le monde. Stéphane croisa son regard fermement. Je sais ce que c'est que de l'aimer. Sandrine détourna les yeux. La réunion se termina sans résolution. Maître Jean promit d'examiner les limites légales. Sandrine partit la première, ses talons nets contre le sol, la mâchoire serrée. Dès que la porte se ferma, Stéphane se pencha plus près de Jean-Pierre. Je ne lui fais pas confiance, chuchota-t-il. Et Maître Jean non plus, peu importe avec quel soin il parle. Il déglutit. J'ai besoin que tu te réveilles, Jean-Pierre. Ou au moins, donne-moi quelque chose. Jean-Pierre voulait tout lui donner. Cet après-midi-là, l'infirmière Manon remarqua quelque chose de subtil mais alarmant. Le rythme cardiaque de Jean-Pierre montait brièvement quand le nom de Sandrine était mentionné à l'extérieur de la chambre. Pas assez pour déclencher les alarmes, juste assez pour être remarqué. Manon fronça les sourcils, vérifiant de nouveau les moniteurs. Elle se pencha tout près, parlant doucement. « Vous avez entendu ça, n'est-ce pas » murmura-t-elle. Jean-Pierre ne bougea pas, mais son pouls ralentit seulement après que sa voix se fût estompée. Manon se redressa lentement, une réalisation se formant derrière ses yeux. Plus tard, Sandrine revint seule. Cette fois, elle verrouilla la porte derrière elle. Ses mouvements étaient tendus, vifs, dépouillés de patience. « Il se retourne contre moi, dit-elle avec colère. Ton frère pense qu'il est malin. Ton infirmière pense qu'elle est importante. Elle ricana. Tout le monde a soudainement une opinion. Elle fit les 100 pas dans la chambre, passant une main dans ses cheveux. Je me suis tenu à tes côtés, dit Sandrine. J'ai construit cette image avec toi, et maintenant ils veulent me pousser de côté comme si je n'étais rien. Elle s'arrêta à côté du lit, agrippant fermement la barrière. Je ne serai pas effacée, chuchota-t-elle. Pas par ton silence. Jean-Pierre sentit un frisson se répandre en lui. Sandrine se pencha, sa voix basse et tremblante, non de peur, mais de frustration. J'ai besoin que cela finisse, dit-elle. D'une façon ou d'une autre. Elle se redressa brusquement alors que des pas résonnaient à l'extérieur. Sandrine déverrouilla la porte juste au moment où Manon entrait. Madame Chantal, dit l'infirmière calmement bien que ses yeux fussent alertes. Les heures de visite sont terminées. Sandrine força un sourire. Je pars. Elle frôla Manon sans un autre mot. Manon resta immobile un moment, puis se déplaça rapidement au chevet de Jean-Pierre. Elle vérifia ses constantes, puis baissa la voix. Écoutez-moi, chuchota-t-elle avec urgence. Je ne sais pas comment, mais je sais que vous pouvez entendre. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle ajustait le drap. Vous n'êtes pas en sécurité, dit Manon. Pas vu la tournure que prennent les choses. Elle fit une pause, se stabilisant. J'ai demandé au docteur Nathan d'autoriser une surveillance continue, et j'ai tout documenté. Elle se pencha plus près. S'il arrive quelque chose, chuchota-t-elle, il y aura une trace. Cette nuit-là,
Stéphane revint encore, le visage tendu par l'inquiétude. Elle a essayé de faire pression sur Maître Jean à nouveau, dit-il doucement. Il a refusé. Stéphane passa une main sur son visage. Elle est à bout de patience. Il s'assit à côté de Jean-Pierre, sa voix tombant. Si tu attends le moment parfait, dit-il, sois prudent. Parfois le silence donne la permission aux gens. Jean-Pierre sentit la vérité de cette phrase comme une lame. Alors que les lumières diminuaient et que le service s'installait dans un calme malaisé, Sandrine fit une dernière apparition. Cette fois, surveillée attentivement par la sécurité postée discrètement au bout du couloir. Elle entra dans la chambre de Jean-Pierre avec un calme mesuré. Elle se tint au-dessus de lui un long moment, étudiant son visage comme pour le mémoriser. « Tu as toujours pensé que tu avais le contrôle, dit-elle doucement. Mais le contrôle est une illusion. » Ses yeux glissèrent brièvement vers le couloir. « Ils ne me laisseront plus t'approcher très longtemps, » continua Sandrine. « Ils te protègent. » Ses lèvres se courbèrent en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. Mais la protection ne dure pas éternellement. Elle tendit la main et effleura la sienne légèrement, brièvement. « Pour ce que ça vaut, dit-elle, ce n'est pas comme ça que j'imaginais la fin. » Puis elle se tourna et sortit. Derrière ses yeux clos, Jean-Pierre Chantal prit une décision. La phase d'écoute était terminée. L'attente devenait dangereuse. Et très bientôt, le silence ne suffirait plus. La nuit s'installa lourdement sur la clinique, épaisse et immobile, comme si le bâtiment lui-même retenait son souffle. Le 7e jour s'effaça dans le 8e sans cérémonie. Pas d'annonce, pas de tournant visible. Mais à l'intérieur de Jean-Pierre Chantal, quelque chose changea. Il ne flottait plus dans l'incertitude. Il était éveillé au danger. Les lumières du service baissèrent à 22 heures précises. Les pas se raréfièrent. Les conversations s'adoucirent en murmures. Le genre de calme qui invite les secrets s'enroula autour de l'aile privée. Jean-Pierre écoutait le rythme de l'endroit. Les gardes de sécurité faisant les 100 pas dans le couloir. Le faible bourdonnement de l'ascenseur. Le chuchotement de la pluie lointaine revenant comme un avertissement. Sandrine arriva après minuit. Elle se déplaçait prudemment cette fois, ses talons silencieux, son manteau sombre, ses cheveux tirés serrés. Elle s'arrêta devant la porte de Jean-Pierre, jeta un coup d'œil dans le couloir, puis se glissa à l'intérieur et la referma doucement derrière elle. Elle n'alluma pas la lumière. Au lieu de cela, elle resta là dans la pénombre à le regarder. Jean-Pierre sentit sa présence avant qu'elle ne parle. L'air changeait quand Sandrine était proche, chargée, agitée. « Il pense que je ne remarque pas, » dit-elle doucement. « Ton infirmière, ton frère, les gardes. » Elle laissa échapper un rire doux qui ne contenait aucun humour. « Il pense que je suis faible. » Elle marcha lentement vers le lit, sa silhouette brisant la faible lueur des lumières de la ville à l'extérieur. « J'ai construit cette vie avec toi, » continua Sandrine. « Et maintenant tout le monde agit comme si j'étais une menace. » Elle s'arrêta à côté de lui, croisant les bras. « Sais-tu ce qui fait le plus mal ?» demanda-t-elle. « C'est qu'il croit que tu as besoin de protection contre moi. » Le cœur de Jean-Pierre battait plus fort, sa poitrine serrée sous le drap. Sandrine se pencha en avant, reposant ses mains sur la barrière du lit. « Ils ne comprennent pas ce que c'est, » chuchota-t-elle. « De passer des années à aimer un homme que le monde possède. » Elle soupira longuement et lourdement. « J'ai abandonné mes rêves pour toi, » dit Sandrine. « Ma liberté, ma jeunesse. » Sa voix se durcit. « Et maintenant je suis censé attendre sagement pendant que tous les autres décident de mon avenir. » Elle se redressa soudainement, l'agitation brisant son contrôle. « Non, » dit Sandrine sèchement. « Je n'attendrai pas. » Elle sortit son téléphone, ses doigts bougeant rapidement. Jean-Pierre reconnut le ton de sa voix quand l'appel se connecta. « Bas, urgent, intime. »« Je t'ai dit que ça ne pouvait pas traîner comme ça, » dit-elle. Ils interfèrent. Une pause. « Oui, » continua Sandrine. « Ce soir aurait été plus facile, mais ils surveillent. » Une autre pause, plus longue cette fois. « Je m'en fiche, » claqua Sandrine doucement. « J'ai besoin d'une garantie. » Le tonnerre roula faiblement au loin. Jean-Pierre écoutait, impuissant, alors que les pièces s'alignaient dans son esprit. Ce n'était plus de l'impatience.
C'était de la planification. Sandrine mit fin à l'appel et resta là à respirer fort. Si tu te réveilles demain, dit-elle platement. Tout change. Elle se pencha plus près, sa voix tombant à un murmure si intime qu'il le glaça. Et si tu ne le fais pas? Elle ne finit pas la phrase. Elle n'en avait pas besoin. Sandrine recula, jeta un coup d'œil à la porte, puis se glissa dehors aussi silencieusement qu'elle était entrée. La chambre sembla plus froide sans elle. Quelques instants plus tard, l'infirmière Manon entra, le visage pâle, les yeux alertes. Elle verrouilla la porte derrière elle et se déplaça rapidement au chevet de Jean-Pierre. « Je l'ai entendu » chuchota Manon. Le pouls de Jean-Pierre bondit. « Je n'essayais pas » ajouta-t-elle, mais elle n'a pas été prudente. Manon vérifia les moniteurs. Ses mouvements rapides et précis. « Elle parle à quelqu'un » dit Manon. « Quelqu'un de dangereux. » Sa voix trembla légèrement avant de se stabiliser. J'ai tout fait remonter au docteur Nathan et à la sécurité. Elle se pencha plus près, son visage à quelques centimètres de celui de Jean-Pierre. Si vous attendez encore, dit Manon doucement, vous pourriez ne plus avoir beaucoup de temps. Jean-Pierre voulait lui répondre, cligner des yeux, bouger un doigt. N'importe quoi. Rien ne vint. Des minutes passèrent. Puis la porte s'ouvrit à nouveau. Stéphane. Il entra silencieusement, fermant la porte derrière lui. Son visage était tendu, ses yeux sombres d'épuisement et d'inquiétude. « Elle vient de partir » dit Stéphane. « Sandrine. » Manon hocha la tête. « Je sais. » Stéphane s'approcha du chevet de Jean-Pierre, baissant la voix. « J'ai parlé à maître Jean » dit-il. Sandrine a encore posé des questions sur les procurations médicales. Sa mâchoire se serra. Elle veut l'autorité finale. Manon croisa les bras. Cela ne peut pas arriver. Stéphane la regarda. Elle pousse fort. Il se pencha plus près de Jean-Pierre. Je ne sais pas combien de temps encore nous pouvons contenir cela, chuchota Stéphane. Si tu attends le bon moment, mon frère, sa voix se brisa. N'attends pas trop longtemps. Stéphane recula, se frottant le visage. J'ai augmenté la sécurité et je reste ici ce soir. Il regarda Manon. Vous aussi. Elle hocha la tête. Je ne partirai pas. La nuit s'étira, lourde et lente. Vers 3 heures du matin, les pensées de Jean-Pierre dérivèrent non pas vers la peur, mais vers la mémoire. Il se souvint du jour où il avait épousé Sandrine. Elle s'était tenue pieds nus sur la terre rouge, souriant à travers ses larmes, ses mains tremblant alors qu'elle tenait les siennes. Il n'y avait pas de caméra alors, pas d'empire, juste une promesse. « Tu me vois » lui avait-elle chuchoté. Pas l'argent, pas l'avenir. Il l'avait cru. Maintenant allongé ici, piégé dans son propre corps, Jean-Pierre comprenait quelque chose de douloureux. L'amour qui dépend du contrôle n'est pas de l'amour. C'est de la propriété. Vers l'aube, Sandrine revint. Cette fois, la sécurité l'arrêta. « Je suis sa femme » dit Sandrine sèchement. « Et nous avons des ordres » répondit le garde calmement. Les yeux de Sandrine brûlèrent de fureur. « Des ordres de qui » ? Du docteur Nathan et de M. Stéphane, dit le garde. Sandrine rit amèrement. « Alors maintenant j'ai besoin de permission pour voir mon propre mari. » Elle se détourna, sortant son téléphone, sa voix basse et furieuse alors qu'elle parlait à quelqu'un que Jean-Pierre ne pouvait entendre. Manon regardait depuis l'embrasure de la porte, son cœur battant. À l'intérieur de la chambre, Jean-Pierre gisait immobile, mais son esprit s'emballait. La ligne avait été franchie. Sandrine ne se cachait plus, et Jean-Pierre réalisa autre chose. Quelque chose qui le glaça plus que ses menaces. S'il se réveillait maintenant, elle nierait tout. S'il attendait trop longtemps, elle pourrait faire en sorte qu'il ne se réveille jamais du tout. Alors que la première lumière du matin s'infiltrait dans la chambre, Jean-Pierre se concentra vers l'intérieur avec tout ce qu'il avait. Il imagina la voix de sa mère, la main de son frère, la présence stable de Manon. Il essaya de bouger. Un doigt, un orteil, n'importe quoi. Rien ne répondit, mais quelque chose au fond de lui, quelque chose de têtu, forgé dans des années de lutte, refusa de se rendre. Les machines continuaient leur chant régulier. Pour tous les autres,
Jean-Pierre Chantal restait inconscient. Mais à l'intérieur, il se préparait. Parce que les prochains mots que Sandrine prononcerait, des mots qu'il entendrait bientôt, allaient tout changer. Et quand la vérité ferait enfin surface, elle ne serait pas douce. Le matin du 9e jour arriva avec un calme fragile, le genre qui s'installe juste avant que quelque chose ne se brise. La lumière du soleil filtrait à travers les stores de la clinique, peignant des lignes pâles sur le visage immobile de Jean-Pierre Chantal. Pour quiconque regardait, il semblait inchangé, toujours calme, suspendu entre deux mondes. Mais en lui, l'attente était devenue insupportable. Il pouvait sentir la tension se resserrer autour de lui comme une corde. Sandrine arriva juste après 8 heures. Cette fois, elle ne s'embarrassa pas de chagrin. Son visage était composé, net, ses mouvements efficaces. Elle n'était pas habillée comme une épouse en deuil, mais comme une femme allant réclamer quelque chose qui lui appartenait déjà. Elle n'était pas seule. Maître Jean la suivait dans la chambre, sa mallette serrée fermement dans sa main, son expression professionnelle, prudente, mais il y avait un malaise dessous. Jean-Pierre pouvait l'entendre dans la façon dont Maître Jean s'éclaircit la gorge avant de parler. « Bonjour, Madame Chantal », dit Maître Jean avec soin. Sandrine hocha la tête. « Ne perdons pas de temps. » Elle fit un geste vers le lit de Jean-Pierre, puis vers la chaise à côté. « Asseyez-vous. » Maître Jean hésita avant de le faire. Sandrine tourna son regard vers Jean-Pierre, étudiant son visage comme si elle se confirmait quelque chose à elle-même. « 9 jours, dit-elle froidement. 9 jours de rien. Elle regarda de nouveau Maître Jean. Le conseil est agité. Maître Jean bougea sur sa chaise. Il s'inquiète de la continuité. Et moi aussi, répondit Sandrine. C'est pourquoi nous devons avancer. Elle fouilla dans son sac à main et plaça un dossier sur la petite table à côté du lit. Ce sont les documents dont nous avons discuté, dit Sandrine. Autorité temporaire, procuration médicale, contrôle opérationnel. Maître Jean ouvrit le dossier, scannant lentement les pages. Jean-Pierre écoutait intensément, son cœur battant plus fort à chaque page tournée. C'est extensif, dit Maître Jean doucement. Sandrine croisa les bras. C'est nécessaire. Maître Jean jeta un coup d'œil à Jean-Pierre, puis de nouveau à Sandrine. Vous comprenez que M. Chantal est toujours en vie? Les yeux de Sandrine brillèrent à peine. Le mot coupait profond. Il pourrait récupérer, dit Maître Jean prudemment. Sandrine laissa échapper un rire sec. Et s'il ne le fait pas? Maître Jean ne dit rien. Sandrine se pencha en avant, baissant la voix. J'ai attendu, dit-elle. J'ai prié. J'ai pleuré. J'ai fait tout ce qu'on attend d'une bonne épouse. Son ton se durcit. Maintenant, il est temps d'être pratique. Jean-Pierre voulait hurler. Maître Jean ferma le dossier lentement. Je ne peux pas approuver ceci sans confirmation médicale qu'il est incapable de prendre des décisions. La mâchoire de Sandrine se serra. Il est dans le coma. Oui, répondit Maître Jean. Mais le protocole compte. La patience de Sandrine craqua. Le protocole? Répéta-t-elle sèchement. Mon mari est allongé là, incapable de parler et vous vous inquiétez du protocole. Elle fit les 100 pas dans la chambre une fois, puis s'arrêta brusquement. Et si je vous disais, dit Sandrine doucement, qu'il y a des gens qui se préparent déjà à profiter de ce délai. Maître Jean se raidit. Qui? Sandrine sourit finement. Des gens qui ne se soucient pas de Jean-Pierre ou de son héritage. Maître Jean l'étudia attentivement maintenant. Je ne serai pas précipité dans quelque chose qui pourrait être contesté plus tard, dit-il fermement, surtout pas sous la pression. Sandrine le fixa un long moment, puis hocha la tête une fois. Très bien, dit-elle. Nous ferons cela de la manière longue. Elle rassembla le dossier et le glissa dans son sac. Mais ne vous méprenez pas, Maître Jean, ajouta Sandrine doucement. Cela se fera avec ou sans votre aide. Maître Jean se leva, mal à l'aise. Je suggère que nous revoyions cela après avoir parlé au docteur Nathan. Sandrine le renvoya d'un geste. Faites ce que vous avez à faire. Maître Jean partit rapidement, le soulagement évident dans ses pas qui s'éloignaient. Sandrine resta. La chambre semblait plus lourde avec elle seule. Elle se tourna de nouveau vers Jean-Pierre,
les yeux froids. Tu vois, dit-elle. Même maintenant, ils hésitent. Elle se pencha tout près, sa voix tombant. Ils ne comprennent pas ce qui est en jeu. Jean-Pierre sentit sa présence comme un poids appuyant sur lui. J'ai construit cette image avec toi, continua Sandrine. Je me suis tenu à tes côtés pendant que tu t'élevais. Et maintenant que tu es à terre. Elle se redressa, son ton s'aiguisant. Je ne tomberai pas avec toi. La porte s'ouvrit à nouveau. Stéphane. Il prit la scène instantanément, la tension, la posture rigide de Sandrine, le corps immobile de Jean-Pierre. Qu'est-ce qui se passe? Demanda Stéphane. Sandrine se tourna, son expression soigneusement neutre. Les affaires, dit-elle. Stéphane s'approcha du lit, ses yeux ne quittant jamais Sandrine. J'ai entendu des voix, dit-il. J'ai entendu maître Jean partir. Sandrine haussa les épaules. Il est prudent. Ou inquiet, répondit Stéphane. Il regarda Jean-Pierre, sa mâchoire se serrant. Tu pousses trop fort, dit Stéphane doucement. Sandrine rit amèrement. Tu ne vas pas me dire comment faire mon deuil. Ce n'est pas du deuil, riposta Stéphane. C'est de l'ambition. Le visage de Sandrine s'assombrit. Tu penses connaître mes intentions? Claqua-t-elle. Tu penses que tu le protèges? Stéphane croisa son regard fermement. Je sais que tu essaies de tout contrôler avant qu'il ne puisse t'arrêter. Le silence tomba comme une gifle. Les yeux de Sandrine glissèrent brièvement vers le visage de Jean-Pierre, puis revinrent à Stéphane. Il ne peut rien arrêter, dit-elle platement. Stéphane fit un pas de plus. Tant qu'il respire, tu ne décides pas de ça. Sandrine ricana. Respirer n'est pas vivre. Stéphane inspira brusquement. Sors. Sandrine le fixa, stupéfaite. Pardon? Tu m'as entendu, dit Stéphane, la voix ferme. Cette conversation est terminée. Pendant un moment, Sandrine sembla sur le point d'exploser. Puis elle sourit, une courbe fine et dangereuse de ses lèvres. Tu fais une erreur, dit-elle doucement. Elle se tourna pour partir, s'arrêtant brièvement au chevet de Jean-Pierre. J'espère que tu te réveilleras, murmura Sandrine, sa voix presque douce. Vraiment. Puis elle sortit. Stéphane resta figé un moment, puis s'affaissa sur la chaise à côté de Jean-Pierre. Elle perd le contrôle, chuchota-t-il. Et ça la rend dangereuse. L'infirmière Manon entra peu après, ses yeux bougeant rapidement entre Stéphane et Jean-Pierre. J'ai entendu des voix élevées, dit-elle. Stéphane hocha la tête. Elle escalade. Manon déglutit. Moi aussi. Elle se pencha plus près de Jean-Pierre, sa voix basse mais stable. J'ai tout documenté, ce qu'elle a dit, les appels, les demandes, la pression. Elle regarda Stéphane. S'il arrive quoi que ce soit, il y aura une trace. Stéphane hocha la tête avec gratitude. Alors que l'après-midi s'écoulait, Sandrine ne revint pas. Mais Jean-Pierre sentit son absence comme le calme avant une tempête. À l'intérieur de son corps immobile, une vérité brûlait claire et nette. Sandrine n'attendait plus le destin. Elle essayait de le créer. Et Jean-Pierre Chantal savait avec une certitude terrifiante que le prochain mouvement le forcerait à choisir, rester silencieux ou enfin ouvrir les yeux. Le 10e jour commença sans cérémonie, mais il portait un poids différent. Jean-Pierre Chantal le sentit au moment où la conscience s'installa en lui comme une lame tirée lentement de son fourreau. Son corps était encore lourd, encore distant, mais quelque chose avait changé. Le brouillard qui émoussait autrefois ses pensées s'était aminci, les sons étaient plus nets, le temps semblait plus proche, et le danger immédiat. L'infirmière Manon arriva juste avant le lever du soleil. Elle se déplaçait silencieusement, efficacement, mais ses yeux ne quittaient jamais le visage de Jean-Pierre longtemps. Elle vérifia les moniteurs, ajusta sa couverture, puis s'arrêta assez longtemps pour le remarquer. Un changement. La respiration de Jean-Pierre avait changé, pas assez pour alerter les alarmes, juste assez pour sembler intentionnel. Manon se pencha plus près, son cœur battant. M. Chantal, chuchota-t-elle. Jean-Pierre se concentra avec tout ce qu'il avait. Ses doigts étaient inutiles. Ses lèvres lui refusaient l'obéissance. Mais quelque part au fond,
il poussa, et cette fois ses paupières papillonnèrent une seule fois. Si léger que cela aurait pu être manqué par quiconque ne regardait pas attentivement. Manon se figea. Son souffle se bloqua puis se stabilisa alors que sa formation prenait le dessus. Elle vérifia les moniteurs de nouveau. Normal. Elle regarda de nouveau le visage de Jean-Pierre. Rien. Elle se pencha plus près, baissant la voix jusqu'à ce qu'elle existe à peine. Si c'était vous, murmura-t-elle. Ne le refaites pas. Jean-Pierre l'entendit. Compris. Manon se redressa lentement, l'esprit en ébullition. Elle termina ses tâches, puis quitta la chambre calmement comme si de rien n'était. Dans le couloir, elle expira en tremblant et sortit son téléphone. Elle n'appela pas Sandrine. Elle appela le docteur Nathan. « J'ai besoin de vous ici, dit-elle doucement. Maintenant. » Le docteur Nathan arriva dans l'heure, son expression sérieuse alors qu'il examinait le dossier de Jean-Pierre. « Vous avez remarqué quelque chose ?» demanda-t-il. « Oui, » répondit Manon. « Et je ne me trompe pas. » Le docteur Nathan entra dans la chambre, étudiant Jean-Pierre de près. « M. Chantal, dit-il calmement, se penchant. Si vous pouvez m'entendre, ne répondez pas. Écoutez juste. Jean-Pierre écouta. Il y a des complications autour de vous, continua le docteur. Des gens qui font des demandes qu'ils ne devraient pas. Il fit une pause délibérée. Si vous en êtes conscient, dit le docteur Nathan, rester immobile est peut-être la chose la plus sûre pour le moment. Jean-Pierre sentit quelque chose proche du soulagement. Le docteur Nathan se redressa et se tourna vers Manon. Augmenter la surveillance discrètement et limiter l'accès. Manon hocha la tête. Déjà fait. Cet après-midi-là, Stéphane revint, le visage marqué par l'épuisement. J'ai eu une réunion avec le conseil, dit-il doucement, s'asseyant à côté de Jean-Pierre. Sandrine a essayé de pousser pour un contrôle intérimaire à nouveau. Sa mâchoire se serra. Elle ne se cache plus. Le pouls de Jean-Pierre s'accéléra. Stéphane se pencha plus près. Il résiste pour l'instant, mais la pression monte. Il se frotta les tempes. Si cela traîne, elle pourrait trouver un autre moyen. Jean-Pierre comprit exactement ce qu'il voulait dire. Ce soir-là, Sandrine revint. La sécurité l'autorisa à entrer sous stricte supervision. Elle sourit poliment aux gardes, mais ses yeux étaient vifs, agités. À l'intérieur de la chambre, elle ferma la porte derrière elle et se tourna vers Jean-Pierre avec un long regard évaluateur. « Tu as l'air différent, » dit-elle lentement. Jean-Pierre retint son souffle intérieurement, ordonnant à son corps de rester immobile. Sandrine s'approcha, étudiant son visage comme un puzzle. « Le docteur a dit qu'il n'y a eu aucun changement, » continua-t-elle. « Mais je te connais. » Elle tendit la main, effleurant sa joue légèrement. « Tu as toujours été têtu. » Jean-Pierre sentit l'envie de se retirer, mais il ne put pas. Le téléphone de Sandrine vibra. Elle y jeta un coup d'œil, l'irritation traversant son visage. « Il me surveille, » marmonna-t-elle. « Ton infirmière, ton frère. » Elle soupira, se redressant. « Ça ne se passe pas comme ça devrait, » dit Sandrine. « Et je n'aime pas perdre le contrôle. » Elle se pencha plus près, baissant la voix. « J'ai besoin de certitude, Jean-Pierre, » chuchota-t-elle. D'une façon ou d'une autre. Sa main reposa brièvement sur sa poitrine, sentant le battement régulier en dessous. « Tu te bats encore, » dit-elle doucement. « Je peux le sentir. » Jean-Pierre se força à l'immobilité. Sandrine se recula, son expression se durcissant. « Très bien, » dit-elle. « On fera ça prudemment. » Elle se tourna et sortit sans un autre mot. À l'extérieur de la chambre, Manon la regarda partir, le malaise s'enroulant plus serré dans sa poitrine. Cette nuit-là, la clinique semblait trop calme. Vers minuit, une alarme subtile tinta au poste des infirmières une tentative d'accès au dossier de médication de Jean-Pierre, non autorisé. Le cœur de Manon sauta un battement. Elle se déplaça rapidement, alertant le docteur Nathan et la sécurité. L'accès fut bloqué en quelques secondes, mais le message était clair. Quelqu'un essayait de changer quelque chose. Manon retourna dans la chambre de Jean-Pierre. Ses mouvements contrôlés, mais urgents.
Ils ont essayé encore, chuchota TL. Ils n'ont pas réussi. Elle se pencha plus près, sa voix stable. Vous n'imaginez pas ça. Moi non plus. Jean-Pierre voulait tout lui dire, la prévenir à quel point le danger semblait proche. Au lieu de cela, il se concentra à nouveau, poussant vers l'intérieur. Cette fois, ses doigts tressaillirent juste légèrement. Le souffle de Manon se bloqua encore. Elle ne réagit pas extérieurement. Elle ne sourit pas. Elle ne haleta pas. Elle chuchota simplement, « Je vous vois ». Cette petite reconnaissance sembla être de l'oxygène. Plus tard, Stéphane arriva, convoqué discrètement par Manon. Elle a essayé de contourner le système, lui dit Manon à voix basse de nouveau. Stéphane jura dans sa barbe. Elle est désespérée. Elle est dangereuse, répondit Manon. Stéphane regarda Jean-Pierre, ses yeux brillant de quelque chose entre la peur et l'espoir. Tu reviens, dit-il doucement. Je le sais. Il se pencha plus près. Mais écoute-moi. Si tu te réveilles maintenant, elle mentira. Elle niera tout. Jean-Pierre le savait. Et si tu attends trop longtemps, continua Stéphane, la voix se brisant légèrement, elle pourrait ne pas te laisser la chance. La vérité s'installa lourdement entre eux. Jean-Pierre gisait immobile, pesant tout. Il comprenait maintenant que se réveiller n'était pas juste une question de survie. C'était une question de timing, de prendre la vérité sur le fait, de s'assurer qu'il y aurait des témoins quand le masque tomberait enfin. La nuit s'étira. Sandrine ne revint pas, mais sa présence s'attardait comme une ombre juste derrière la porte. À l'intérieur de son corps silencieux, Jean-Pierre prit une décision finale. Il se réveillerait, mais pas encore. Pas avant qu'il n'y ait plus d'échappatoire pour la vérité. Le 11e jour arriva avec une tension si épaisse qu'on aurait dit que la clinique elle-même retenait son souffle. Jean-Pierre Chantal gisait immobile, yeux clos, poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme régulier. Pour quiconque regardait, rien n'avait changé. Mais en lui, tout était aiguisé en un point unique. Il n'écoutait plus seulement. Il attendait. La matinée passa tranquillement. Trop tranquillement. Pas de visite, pas de voix planant à son chevet. Même les machines semblaient modérées, leur bip plus doux, plus délibéré. L'infirmière Manon le remarqua immédiatement. Le calme non naturel, la façon dont le danger se déguise parfois en paix. Elle vérifia le couloir. La sécurité était présente, mais plus mince que d'habitude. À midi, Stéphane arriva. Son visage pâle, ses mouvements agités. Elle ne s'est pas montrée aujourd'hui, dit-il doucement. Sandrine. Manon hocha la tête. Ça m'inquiète plus que si elle était venue. Stéphane s'appuya contre le mur, frottant ses tempes. Maître Jean m'a appelé plus tôt. Sandrine a annulé une réunion prévue avec le conseil. Ça ne lui ressemble pas, dit Manon. Non, répondit Stéphane sombrement. Ça ressemble à quelqu'un qui change de stratégie. Jean-Pierre sentit un frisson le parcourir. En fin d'après-midi, des nuages se rassemblèrent à nouveau dehors, sombres et lourds. Le ciel pressait bas sur la ville comme pour avertir de ce qui arrivait. Sandrine revint après le coucher du soleil. Cette fois, elle n'était pas seule. La sécurité au bout du couloir les remarqua mais n'intervint pas. Sandrine marchait calmement, avec assurance, accompagnée d'un homme que Jean-Pierre n'avait jamais vu mais reconnu instantanément à sa voix seule. Nicolas. Il parlait doucement, son ton lisse, calculé. Je t'ai dit, murmura Nicolas alors qu'ils approchaient de la chambre. Ça doit être propre. Sandrine s'arrêta juste devant la porte. Ce le sera. Ils entrèrent ensemble. La porte se ferma. Le cœur de Jean-Pierre commença à s'emballer. Nicolas se tenait près de la porte, sa posture détendue, mais alerte, les yeux scannant la pièce comme un homme évaluant les risques. Sandrine se déplaça vers le lit lentement, délibérément, son regard verrouillé sur le visage de Jean-Pierre. Elle l'étudia un long moment. « Toujours rien ?» dit-elle. Nicolas croisa les bras. « Tu es sûr ?» Sandrine hocha la tête. « Je l'ai observé pendant des jours. Il n'a pas bougé. » Jean-Pierre força son esprit à l'immobilité, refoulant l'instinct de réagir. Nicolas s'approcha, ses yeux se plissant légèrement.
Tu as dit qu'il y avait des complications, dit-il. Que des gens interféraient. Sandrine ricana. Ils essaient, mais ils ne peuvent pas tout arrêter. Elle jeta un coup d'œil aux machines, puis de nouveau à Nicolas. J'ai juste besoin que ce soit résolu, dit-elle. Une fois pour toutes. Nicolas hésita. Ce n'est pas ce dont nous avons discuté. Sandrine se tourna vers lui brusquement. Tu as dit que tu aiderais. J'ai dit que j'attendrais, répondit Nicolas. Il y a une différence. La mâchoire de Sandrine se serra. Attendre m'a tout coûté. Elle s'approcha plus près de Jean-Pierre, baissant la voix. Il a construit cette vie, dit-elle. Et maintenant elle me tient en otage. Nicolas l'observa attentivement. Tu parles d'un homme qui pourrait encore se réveiller. Sandrine rit doucement, sans humour. Il ne le fera pas. Jean-Pierre sentit le poids de sa certitude comme un couteau. Sandrine tendit la main vers le pied à perfusion, ses doigts effleurant le tube, ne le déconnectant pas. Pas encore, juste en le touchant. Les accidents arrivent, dit-elle doucement. Même dans les hôpitaux. Nicolas se raidit. Ce n'est pas ce que j'ai accepté. Sandrine se tourna pour lui faire face pleinement maintenant, ses yeux brûlants. Tu as accepté la liberté, dit-elle. C'est le prix. Nicolas ouvrit la bouche pour argumenter, mais la porte s'ouvrit soudainement. L'infirmière Manon se tenait là. Qu'est-ce qui se passe ici? Demanda-t-elle calmement, bien que son cœur battît la chamade. Sandrine pivota instantanément, son expression se transformant. J'ai demandé à Nicolas de me tenir compagnie, dit-elle doucement. Je ne voulais pas être seule. Le regard de Manon se déplaça vers Nicolas, puis vers Sandrine, puis brièvement vers le pied à perfusion. Les heures de visite sont terminées depuis longtemps. Je vais avoir besoin que vous sortiez tous les deux, dit Manon d'un ton égal. Cette zone est restreinte. Sandrine sourit. Bien sûr. Elle s'éloigna du lit sans protestation, frôlant Manon. Nicolas suivit, mais en passant devant le lit de Jean-Pierre, ses yeux s'attardèrent sur le visage de Jean-Pierre une demi-seconde de trop. Jean-Pierre le sentit. Nicolas n'était pas convaincu. Une fois qu'ils furent dans le couloir, Manon verrouilla la porte et se déplaça rapidement au chevet de Jean-Pierre. Il n'aurait pas dû être là, chuchota-t-elle. J'appelle la sécurité. Elle sortit brièvement, parlant avec urgence aux gardes. Quand elle revint, son visage était pâle mais déterminé. Ils ne reviendront pas ce soir, dit-elle. Jean-Pierre sentit une vague de soulagement, mais elle ne dura pas. Une heure plus tard, Stéphane arriva essoufflé. Elle est furieuse, dit-il. Sandrine. La sécurité les a escortés dehors. Manon hocha la tête. J'ai tout documenté. Stéphane passa une main dans ses cheveux. Cet homme avec elle. Nicolas. C'est une mauvaise nouvelle. Les pensées de Jean-Pierre s'emballèrent. Sandrine ne perdait pas juste patience. Elle s'effondrait. La nuit s'approfondit. La pluie revint, tambourinant contre les fenêtres en rafales nettes et insistantes. Juste avant minuit, Sandrine revint encore, seule. Elle se tenait à l'extérieur de la chambre, se disputant doucement avec la sécurité. « Je suis sa femme, dit-elle. Vous ne pouvez pas me tenir à l'écart. » « Ordre du docteur, répondit le garde. Accès limité. La voix de Sandrine tomba dangereusement bas. Vous regretterez ça. Elle se détourna brusquement, sortant son téléphone. À l'intérieur de la chambre, Jean-Pierre sentit le changement avant qu'il ne se produise. L'air se tendit. Quelques minutes plus tard, une alarme tinta doucement. Une alerte médication. Manon se figea. Elle se précipita vers la console, les yeux scannant l'écran. Une nouvelle demande avait été entrée. Tentative de contournement. Son cœur battait alors qu'elle l'annulait instantanément. Elle essaie encore, chuchota Manon. Stéphane serra les poings. Elle ne s'arrêtera pas. Manon regarda Jean-Pierre, ses yeux brillants d'urgence. Cela ne peut pas continuer, dit-elle doucement. Elle escalade trop vite. Jean-Pierre écoutait, l'esprit en course. Il avait voulu attendre que tout soit indéniable. Mais Sandrine n'attendait plus le déni.
Elle poussait vers un point de non-retour. Et pour la première fois depuis l'accident, Jean-Pierre réalisa quelque chose de terrifiant et clair. S'il restait silencieux beaucoup plus longtemps, Sandrine se détruirait elle-même et peut-être lui avec son désespoir. Le moment arrivait. Bientôt, très bientôt, il devrait ouvrir les yeux. Pas comme un patient, mais comme un témoin. Le 12e jour se leva avec une clarté nette, impitoyable. Jean-Pierre Chantal le sentit avant de l'entendre. Le changement dans l'air, le resserrement de la résolution en lui. La ligne qu'il approchait depuis des jours était maintenant directement sous ses pieds. Un pas de plus dans une direction où l'autre changerait tout. Il resta immobile alors que la lumière de l'aube rampait sur le plafond, écoutant l'hôpital se réveiller. Des chariots roulaient, des portes s'ouvraient et se fermaient. Un garde s'éclaircit la gorge dehors. Quelque part dans le couloir, un téléphone sonna et sonna jusqu'à ce qu'il s'arrête. L'infirmière Manon arriva tôt. Son visage composé, mais ses yeux cernés d'épuisement. Ils ont essayé encore à 2h14 du matin, chuchota-t-elle en vérifiant les constantes de Jean-Pierre. Identifiant différents, même cible. Le pouls de Jean-Pierre s'accéléra. Il ne teste plus seulement les limites, continua Manon. Il cherche une brèche. Elle ajusta la perfusion, puis se pencha plus près, sa voix stable mais urgente. Le docteur Nathan arrive, et maître Jean aussi. Stéphane également. Jean-Pierre comprit que c'était le moment où tout serait mis en place. Le docteur Nathan entra le premier, sa présence calme et autoritaire. Il examina les dossiers, étudia les registres, et parla ensuite prudemment comme si les murs eux-mêmes pouvaient écouter. M. Chantal, dit-il doucement, si vous pouvez m'entendre, j'ai besoin que vous restiez exactement comme vous êtes. Jean-Pierre écouta. Il y aura une réunion aujourd'hui, continua le docteur Nathan. Ici dans cette chambre. Avec des témoins. Il fit une pause, choisissant ses mots. Il est temps que la vérité n'ait plus nulle part où se cacher. Stéphane arriva peu après, le visage tendu par l'inquiétude et la détermination. Il agrippa la main de Jean-Pierre doucement, la voix basse. Elle exige une révision formelle, dit Stéphane. Sandrine. Elle veut le conseil présent. Médecin, avocat. Sa mâchoire se serra. Elle pense qu'elle peut forcer une conclusion. Jean-Pierre sentit l'ironie s'installer lourdement en lui. Maître Jean entra le dernier, fermant la porte soigneusement derrière lui. J'ai examiné les registres, dit Maître Jean calmement. Les tentatives de contournement, la pression, le timing. Il regarda le docteur Nathan. Ce n'est plus ambigu. Le docteur Nathan hocha la tête. D'accord. Maître Jean se tourna vers le lit de Jean-Pierre, baissant la voix. M. Chantal, dit-il, si vous êtes conscient, cette réunion sera décisive. Les pensées de Jean-Pierre s'emballèrent. Il avait voulu des témoins. Il avait voulu des dossiers. Il avait voulu la vérité exposée sous une lumière si vive qu'elle ne pourrait être niée. Maintenant, ça arrivait. Sandrine arriva précisément à 10h. Elle entra dans la chambre avec assurance, habillée avec élégance, son expression contrôlée. Elle était suivie de 2 membres du conseil que Jean-Pierre reconnut à la voix, un administrateur de la clinique, et Nicolas. La présence de Nicolas envoya un frisson dans l'esprit de Jean-Pierre. Sandrine s'arrêta au pied du lit, inspectant la pièce avec une irritation à peine voilée. Alors, dit-elle. Nous sommes tous là. Le docteur Nathan resta ferme. Ceci est une révision clinique et légale, Madame Chantal. Sandrine sourit poliment. Bien sûr. Elle s'approcha de Jean-Pierre, posant une main légèrement sur la barrière. Il y a 9 jours, dit Sandrine calmement, mon mari a subi un accident dévastateur. Il reste sans réaction. L'entreprise a besoin de leadership. Les décisions ne peuvent pas attendre. Stéphane se raidit. Tu vas trop vite. Sandrine se tourna vers lui brusquement. Et toi tu tiens tout en otage avec de l'espoir. Maître Jean leva une main. Nous procéderons un point à la fois. Sandrine hocha la tête. Très bien. Elle fit face à la pièce. Je demande l'autorité immédiate sur les décisions médicales et le contrôle intérimaire du groupe Beaumont. Sandrine dit, c'est pratique, nécessaire.
Nicolas se tenait tranquillement près du mur. Bras croisés, yeux illisibles. Le docteur Nathan parla ensuite. Avant que toute autorité ne soit transférée, nous devons aborder les tentatives répétées et non autorisées de modifier les soins de M. Chantal. L'expression de Sandrine vacilla. Je ne sais pas ce que vous insinuez, dit-elle froidement. Manon s'avança, la voix stable. J'ai documenté chaque tentative, dit-elle. Heure, identifiant, lieu. Les yeux de Sandrine claquèrent vers elle. Vous dépassez les bornes. Maître Jean s'éclaircit la gorge. Les dossiers sont clairs. Sandrine rit doucement. Alors maintenant je suis accusé. Stéphane s'approcha. Tu as amené un homme dans sa chambre après les heures. Tu as fait pression sur le personnel. Tu as essayé de contourner les sécurités. Le calme de Sandrine se fissura une demi-seconde. J'étais désespérée, dit-elle sèchement. Cela ne me rend pas coupable. Nicolas bougea, ses yeux glissant brièvement vers Sandrine. Madame Chantal, dit Maître Jean prudemment, nous avons aussi des raisons de croire que des décisions financières étaient préparées, dépendantes d'eux. Assez. Claqua Sandrine. Vous me encerclez tous comme des vautours. Elle se tourna vers Jean-Pierre, sa voix tombant, intime. Jean-Pierre, dit-elle. Si tu peux m'entendre, réveille-toi et mets fin à ça. Jean-Pierre sentit la pièce retenir son souffle. Silence. Les lèvres de Sandrine se serrèrent. Vous voyez, dit-elle en se retournant vers les autres. Rien. Le docteur Nathan fit un pas en avant. Nous n'avons pas fini. Sandrine rit amèrement. Que voulez-vous de plus? Un miracle? Pour la première fois, Nicolas parla. Ça devient hors de contrôle, dit-il doucement. Sandrine pivota vers lui. Reste en dehors de ça. Nicolas croisa son regard. Tu m'as demandé de t'aider à obtenir une certitude. Ce n'est pas de la certitude. Les yeux de Sandrine brûlèrent. Tu as promis. J'ai promis d'attendre, répondit Nicolas. Pas de te détruire. La pièce devint immobile. Sandrine le fixa, la trahison traversant son visage. Jean-Pierre sentit le moment s'aiguiser. C'était ça. Il rassembla tout ce qu'il avait, chaque souvenir de la voix de sa mère, chaque leçon de patience, chaque avertissement qu'il avait ignoré. Il poussa vers l'intérieur, plus fort qu'il ne l'avait jamais fait. Ses doigts tressaillirent. Manon halta doucement. Sandrine se figea. Les paupières de Jean-Pierre papillonnèrent. Puis lentement, délibérément, ses yeux s'ouvrirent. La pièce éclata dans le chaos. Jean-Pierre. Souffla Stéphane. Sandrine recula d'un pas chancelant, son visage se vidant de sa couleur. Le docteur Nathan se déplaça instantanément aux côtés de Jean-Pierre. Doucement, dit-il calmement. Ne bougez pas. Le regard de Jean-Pierre fit le point. Il trouva Stéphane d'abord, puis Maître Jean. Enfin, il se posa sur Sandrine. Il ne parla pas encore. Il n'en avait pas besoin parce que Sandrine s'effondrait déjà. Sa bouche s'ouvrit puis se ferma. Sa confiance se brisa en panique. Tu es réveillé, chuchota-t-elle. Les yeux de Jean-Pierre ne quittèrent jamais les siens. Et dans ce silence, lourd, incassable, Sandrine réalisa quelque chose trop tard. Il ne s'était pas juste réveillé. Il avait tout entendu. Le silence tomba comme un mur. Pendant un long moment après que Jean-Pierre Chantal eut ouvert les yeux, personne ne parla. Les machines continuaient leur rythme régulier, indifférentes au fait que tout dans cette chambre venait de changer. Sandrine fut la première à bouger. Elle fit un petit pas en arrière, puis un autre, comme si l'espace entre elle et le lit était soudainement devenu dangereux. Son visage, il y a quelques instants si contrôlé, était maintenant mis à nu, la panique traversant les fissures qu'elle ne pouvait plus cacher. Jean-Pierre, chuchota-t-elle, la voix fine. Tu es réveillé. Jean-Pierre ne répondit pas immédiatement. Sa gorge semblait sèche, son corps faible, mais son esprit était clair, plus clair qu'il ne l'avait été depuis des années. Il laissa son regard se déplacer lentement dans la pièce, prenant chaque visage. Stéphane, les yeux humides de soulagement.
L'infirmière Manon, mains pressées l'une contre l'autre, respirant superficiellement. Le docteur Nathan vérifiant déjà les moniteurs. Maître Jean se tenant rigide comme s'il avait peur de bouger. Nicolas figé près du mur, son masque confiant glissant. Seulement alors Jean-Pierre regarda de nouveau Sandrine. « Oui, dit-il d'une voix rauque. Je suis réveillé. » Le son de sa voix frappa la pièce comme une onde de choc. Les genoux de Sandrine fléchirent légèrement et elle attrapa le dossier d'une chaise pour se stabiliser. « Dieu merci, » dit-elle rapidement, les mots trébuchant trop vite. « Jean-Pierre. Dieu merci, nous avons été si inquiets. »« Arrête, » dit Jean-Pierre doucement. Le seul mot trancha à travers sa performance avec une précision chirurgicale. Sandrine se figea. Jean-Pierre déglutit, forçant la force dans sa voix. « Avant que tu ne dises quoi que ce soit d'autre, continua-t-il, j'ai besoin que tout le monde ici écoute. » Le docteur Nathan jeta un coup d'œil à Maître Jean, puis hocha la tête. « Allez-y, M. Chantal. Prenez votre temps. » Jean-Pierre prit une lente inspiration. Chaque mot comptait maintenant. « Pendant des jours, dit-il, vous avez tous cru que j'étais inconscient. » Les doigts de Sandrine se resserrèrent autour de la chaise. « Mais je ne l'étais pas. » Jean-Pierre continua. « J'ai tout entendu. » La pièce sembla basculer. Sandrine secoua la tête immédiatement. « Ce n'est pas possible, » dit-elle, un rire fragile s'échappant d'elle. « Tu étais dans le coma. » Le docteur a dit. « Je t'ai entendu, » dit Jean-Pierre de nouveau, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Chaque visite, chaque murmure, chaque appel téléphonique que tu pensais que je ne pouvais pas entendre. » La bouche de Sandrine s'ouvrit, puis se ferma. Stéphane aspira une bouffée d'air brutal. Les yeux de Manon se remplirent de larmes. Jean-Pierre tourna légèrement la tête vers les autres. « J'ai entendu parler des documents, des procurations, de la pression. » Maître Jean se raidit. Jean-Pierre. « Et j'ai entendu, » continua Jean-Pierre, sa voix devenant plus stable, « ce que ma femme a dit quand elle pensait être seule avec moi. » Le visage de Sandrine se vida complètement de couleur. Jean-Pierre la regarda de nouveau. « Tu as dit, » continua-t-il lentement, délibérément, « si tu meurs ce soir, je serai enfin libre. » Les mots résonnèrent dans la pièce, lourds et indéniables. Sandrine chancela en arrière comme si elle avait été frappée. « C'est un mensonge. » cria-t-elle. « Tu déformes les choses. Je t'ai entendu dire à Nicolas, » poursuivit Jean-Pierre, « que les accidents arrivent, même dans les hôpitaux. » Nicolas tressaillit, ses yeux claquant vers Sandrine. « Tu as dit qu'il ne pouvait pas entendre, » marmonna-t-il. « Tu as dit qu'il était parti. » Sandrine pivota vers lui. « Tais-toi. » Le docteur Nathan s'avança brusquement. « Ça suffit. » La voix de Jean-Pierre coupa de nouveau, calme mais létale. « Je t'ai entendu te plaindre d'attendre, d'être piégé, de comment respirer n'est pas vivre. » Les lèvres de Sandrine tremblaient violemment maintenant. « Et j'ai entendu, » dit Jean-Pierre, « comment tu as essayé à plusieurs reprises de changer ma médication pour gagner le contrôle avant que je ne puisse t'arrêter. » Le calme de Sandrine s'effondra. Elle tomba à genoux à côté du lit, agrippant la barrière. « Jean-Pierre, s'il te plaît, » sanglota-t-elle. « Tu ne comprends pas. J'avais peur. J'étais seul. Je pensais que je perdais tout. » Jean-Pierre la regarda, son expression illisible. « Tu n'avais pas peur de me perdre, » dit-il doucement. « Tu avais peur de perdre le contrôle. » Sandrine secoua la tête frénétiquement. « Ce n'est pas vrai. Je t'aimais. Je t'aime. » Jean-Pierre laissa les mots flotter dans l'air. « L'amour, » dit-il finalement, « ne ressemble pas au soulagement à la pensée de ma mort. » La pièce resta silencieuse, chaque témoin retenant son souffle. Nicolas bougea mal à l'aise. « M. Chantal, » dit-il, essayant de paraître composé. « Je ne savais pas jusqu'où cela allait. Je le jure. » Le regard de Jean-Pierre glissa vers lui. « Vous en saviez assez. » Nicolas ouvrit la bouche, puis la referma. Maître Jean s'avança. « M. Chantal, » dit-il prudemment. « Tout ce que vous dites, c'est enregistré maintenant. » Jean-Pierre hocha la tête. « Bien.
Sandrine leva les yeux vers lui, le désespoir inondant son visage. « S'il te plaît, » chuchota-t-elle. « On peut arranger ça. Je ferai n'importe quoi. » Jean-Pierre s'appuya contre l'oreiller, l'épuisement le rattrapant enfin. « Je ne veux pas de vengeance, » dit-il doucement. « Je veux la vérité. » Il tourna légèrement la tête vers Maître Jean. « Procédez. » Maître Jean inspira profondément. « Étant donné ce qui a été révélé, » dit-il, « toutes les demandes faites par Madame Sandrine Chantal sont annulées avec effet immédiat. » Sandrine haleta. « Vous ne pouvez pas. » Et, continua Maître Jean, en attendant une enquête plus approfondie, son accès à l'autorité médicale et corporative est suspendu. Sandrine hurla, un son brut et brisé. « Jean-Pierre, ne me fais pas ça. » Jean-Pierre ferma les yeux brièvement, non de douleur, mais de chagrin. « Tu t'es fait ça à toi-même, » dit-il. Le docteur Nathan intervint, le ton ferme. « Madame Chantal, je vous demande de partir maintenant. » Sandrine fixa Jean-Pierre une dernière fois, les yeux sauvages, cherchant quelque chose de la pitié peut-être. Elle n'en trouva aucune. La sécurité entra silencieusement, respectueusement, mais avec finalité. Alors que Sandrine était escortée dehors, ses cris résonnèrent dans le couloir, devenant plus faibles à chaque pas. La porte se ferma. La pièce expira. Stéphane se déplaça rapidement aux côtés de Jean-Pierre, agrippant sa main fermement. « Tu es de retour, » chuchota-t-il. « Tu es vraiment de retour. » Manon s'avança, les larmes coulant librement maintenant. « Vous êtes en sécurité, » dit-elle doucement. Jean-Pierre la regarda et hocha la tête. « Grâce à vous. » Il tourna son regard vers le plafond, le poids de tout s'installant enfin. Le masque était tombé. La vérité avait parlé, et rien, absolument rien, ne serait plus jamais pareil. Les conséquences n'arrivèrent pas tout en même temps. Elles se déroulèrent lentement, douloureusement, comme les débris retombant après une explosion. Dans les heures après que Sandrine fut escortée hors de l'aile de la clinique, Jean-Pierre Chantal resta éveillé pour la première fois sans faire semblant. Son corps lui faisait mal d'une manière que personne ne pouvait voir. Ses muscles brûlaient de l'inactivité. Sa gorge semblait à vif chaque fois qu'il parlait, mais rien de tout cela ne se comparait à l'épuisement plus profond, celui qui vient quand la trahison cesse d'être un soupçon pour devenir un fait. Le docteur Nathan insista pour le repos, mais Jean-Pierre demanda à tout le monde de rester un peu plus longtemps. Pas Sandrine, tous les autres. Stéphane s'assit à côté de lui, tenant toujours sa main comme s'il pouvait disparaître s'il lâchait prise. Maître Jean se tenait près de la fenêtre, téléphone en main, gérant déjà les appels. L'infirmière Manon resta tranquillement au pied du lit comme si elle gardait la chambre elle-même. « Elle demande à te voir », dit Maître Jean prudemment après avoir terminé un appel. Jean-Pierre ferma les yeux brièvement. « Non. » Maître Jean hocha la tête. La sécurité a été instruite. À l'extérieur de la clinique, les nouvelles voyageaient vite, trop vite. La rumeur se répandit dans les salles de conseil et les bureaux du groupe Beaumont que Jean-Pierre était éveillé, vivant, un miracle. Mais les murmures suivirent de près des murmures sur Sandrine, sur l'intervention de la sécurité, sur les avocats. L'image que Sandrine avait travaillé si dur à protéger commença à se fracturer. Le lendemain matin, elle avait perdu l'accès à la clinique entièrement. Sandrine passa cette nuit-là dans sa voiture. Elle avait conduit sans direction, ses mains tremblant sur le volant, rejouant le moment où Jean-Pierre avait ouvert les yeux encore et encore. Dans chaque version dans sa tête, il restait silencieux. Il restait faible. Il lui pardonnait. La réalité était plus cruelle. Son téléphone vibrait constamment. Amis, associés, gens qu'il avait autrefois appelés forte et gracieuse. Elle ne répondit pas. Elle ne pouvait pas. Chaque sonnerie ressemblait à un jugement. Nicolas était la seule personne qu'elle appela. « Tu as dit que ça n'arriverait pas », claqua-t-elle au moment où il répondit. Il y eut une pause à l'autre bout. « J'ai dit que tu te précipitais », répondit Nicolas froidement. « Tu as dit qu'il ne se réveillerait pas. »« J'ai dit que nous devrions attendre », corrigea Nicolas. « Tu as arrêté d'écouter. » Sandrine rit amèrement. « Alors c'est ça. Tu m'abandonnes aussi. »« Je me protège, » dit Nicolas. « Tu devrais faire de même. » La ligne se coupa. Sandrine fixa le téléphone,
son reflet la regardant à travers le pare-brise sombre, les yeux rouges, le visage tiré, une étrangère portant sa peau. Pour la première fois depuis l'accident de Jean-Pierre, elle ressentit quelque chose proche de la peur. Pas la peur de la perte, la peur des conséquences. De retour à la clinique, Jean-Pierre entama le lent processus de se réapproprier lui-même. Les médecins firent des tests, les thérapeutes allaient et venaient. Chaque mouvement demandait un effort. Chaque pas en avant lui rappelait à quel point il était passé près de tout perdre, pas seulement sa vie, mais sa vérité. Stéphane restait constamment, dormant dans une chaise, refusant de partir. « Tu n'as plus besoin de me garder », dit Jean-Pierre doucement un après-midi. Stéphane secoua la tête. « Je ne garde pas. Je reste. » Maître Jean revint avec des mises à jour, la voix professionnelle mais lourde. « Les comptes de Sandrine sont en cours d'examen, dit-il. Le conseil a gelé ses accès en attendant l'enquête. » Jean-Pierre hocha la tête. « Bien. Et Nicolas a pris un avocat, ajouta Maître Jean. Il prend ses distances. » Jean-Pierre eut un sourire faible et fatigué. Bien sûr qu'il le fait. Les conversations les plus difficiles ne concernaient pas l'argent ou le contrôle. Elles concernaient la mémoire. Tard un soir, quand le service était calme, Jean-Pierre demanda à Manon de rester un moment. Elle hésita. « Je ne veux pas déranger. »« Vous ne l'avez pas fait, » dit Jean-Pierre. « Vous m'avez protégé. » Elle s'assit, main jointe fermement sur ses genoux. « J'ai besoin de vous demander quelque chose, » continua Jean-Pierre. « Pourquoi n'avez-vous pas détourné le regard ?» Manon déglutit. « Parce que j'ai vu ce qui arrive quand les gens le font. » Elle croisa son regard. « Et parce que vous m'avez rappelé mon père. Il a fait confiance aux mauvaises personnes, lui aussi. » Jean-Pierre hocha la tête lentement. « Merci. » Pendant des jours, Sandrine essaya de le joindre. Elle envoya des messages. Elle laissa des messages vocaux. Certains en colère, certains d'excuses, certains si fracturés qu'ils avaient à peine du sens. « J'avais peur. Tu m'as laissé seul. On peut arranger ça. » Je ne le pensais pas. Jean-Pierre n'en écouta aucun. Quand elle demanda finalement une réunion formelle par l'intermédiaire de son avocat, Jean-Pierre accepta. Pas pour la réconciliation, pour la clôture. Ils se rencontrèrent dans une salle privée à la clinique, gardés, témoins contrôlés. Sandrine entra prudemment, sa confiance disparut. Elle semblait plus petite maintenant, dépouillée de performance, ses yeux dardant autour de la pièce. Jean-Pierre était assis droit dans son lit, soutenu par des oreillers, le visage calme mais distant. Ils se fixèrent en silence. Sandrine craqua la première. « Je n'ai jamais voulu que ce soit comme ça, » chuchota-t-elle. Jean-Pierre l'étudia tranquillement. « Alors pourquoi est-ce devenu comme ça ?» La voix de Sandrine se brisa. « Je me sentais invisible. » Jean-Pierre hocha la tête lentement. « Et tu as choisi de me faire disparaître à la place. » Elle tressaillit. « Je ne pensais pas que tu entendrais, » dit-elle faiblement. « Ça, » répondit Jean-Pierre, « c'est le problème. » Des larmes coulaient sur le visage de Sandrine, maintenant incontrôlées. « Je t'aimais, » insista-t-elle. « Je me suis juste perdu. » La voix de Jean-Pierre était stable. « L'amour n'efface pas la conscience. » Sandrine tendit la main vers la sienne. Jean-Pierre ne se retira pas, mais il ne la tint pas non plus. « Ce mariage est terminé, » dit-il doucement. « Pas parce que tu m'as failli une fois, mais parce que tu m'as failli quand j'étais le plus vulnérable. » Sandrine sanglota ouvertement. « S'il te plaît, ne me ruine pas. » Jean-Pierre croisa ses yeux. « Je ne te ruinerai pas. » Il fit une pause. « Mais je ne te sauverai pas non plus. » La réunion se termina peu après. Sandrine quitta la clinique, pas menottée, mais en disgrâce. Les médias tournèrent rapidement. Les histoires changèrent. La sympathie s'estompa. Les questions devinrent plus fortes. Les invitations cessèrent d'arriver. Les portes se fermèrent doucement mais fermement. Sandrine Chantal, autrefois admirée, devint un conte moral murmuré derrière des portes closes. Jean-Pierre, pendant ce temps, commença à guérir pas seulement physiquement, mais moralement. Il retourna à la salle du conseil des semaines plus tard en fauteuil roulant plus maigre, plus calme,
mais indéniablement présent. La salle se leva quand il entra. « Je ne suis pas ici pour punir », leur dit Jean-Pierre. « Je suis ici pour reconstruire. » Il restructura l'entreprise, resserra les garde-fous, promut ceux qui avaient montré de l'intégrité quand le pouvoir était incertain. Il remercia Stéphane publiquement. Il honora Manon en privé. Et un soir, seul dans sa chambre de convalescence, Jean-Pierre s'autorisa enfin à faire le deuil non pas de l'accident, mais de l'illusion dans laquelle il avait vécu. Il avait survécu au crash, mais plus important encore, il avait survécu à la vérité. La guérison n'est jamais une route droite. Pour Jean-Pierre Chantal, le rétablissement vint par couches. D'abord le corps, puis l'esprit, puis les endroits dans le cœur qui avaient été meurtris si profondément qu'il ne savait pas qu'ils existaient jusqu'à ce qu'ils fassent mal. Au moment où les médecins l'autorisèrent à quitter la clinique, il pouvait marcher lentement avec une canne. Ses pas étaient prudents, mesurés, comme un homme apprenant à faire confiance au sol à nouveau. À l'extérieur des portes de la clinique, la ville semblait la même. Trafic, vendeurs de rue, gens riant et se disputant, la vie avançant. Mais Jean-Pierre n'était pas le même. Stéphane l'aida à monter dans la voiture, fermant la porte avec une douceur qui fit déglutir Jean-Pierre difficilement. « Tu rentres vraiment à la maison », dit Stéphane, essayant de paraître léger. Jean-Pierre hocha la tête, fixant devant lui. « Maison », répéta-t-il doucement, comme s'il testait si le mot convenait encore. Les grilles de la maison de campagne s'ouvrirent. La sécurité salua. Le personnel se tenait en ligne, certains les larmes aux yeux, d'autres souriant avec un soulagement honnête. Sandrine avait autrefois appelé cet endroit une prison. Pour Jean-Pierre, cela avait toujours été un abri construit par des années de discipline et de sacrifice. Maintenant, cela ressemblait à un musée de souvenirs, beau, coûteux et plein de fantômes. Jean-Pierre n'alla pas dans la chambre principale. Il ne pouvait pas. Au lieu de cela, il choisit une chambre d'amis plus petite donnant sur le jardin. La première nuit, il s'assit près de la fenêtre pendant un long moment, regardant le clair de lune tomber sur les feuilles, écoutant le calme. Dans le silence, son esprit essaya de rejouer les mots que Sandrine avait prononcés quand elle le croyait impuissant. Mais Jean-Pierre l'arrêta, non pas parce que ça ne faisait pas mal, mais parce qu'il refusait de laisser la trahison être la voix finale dans sa tête. Le lendemain matin, il retourna au siège du groupe Beaumont. Il n'arriva pas avec des feux d'artifice. Pas de conférence de presse bruyante, pas de discours dramatique. Juste un homme sortant d'une voiture, s'appuyant sur une canne, croisant les yeux des employés attendant dehors. Certains plaquèrent leurs mains sur leur bouche, d'autres baissèrent la tête. Quelques-uns crièrent son nom, et le son, brut, émotionnel, frappa Jean-Pierre de manière inattendue. Il leva la main une fois, un geste calme de reconnaissance. À l'intérieur, la salle du conseil semblait plus froide qu'il ne s'en souvenait. Les membres du conseil se levèrent quand il entra. Les dossiers étaient empilés proprement. L'eau en bouteille était alignée. L'air sentait le bois poli et la nervosité. Jean-Pierre s'assit en bout de table, Stéphane à sa droite, Maître Jean à sa gauche. Pendant un moment, il ne dit rien. Il regarda simplement autour de la pièce, laissant tout le monde sentir le poids de sa présence. Puis il parla. « Je ne suis pas revenu pour punir, » dit Jean-Pierre, la voix stable. « Je suis revenu pour protéger ce qui compte. » Un murmure parcourut la table. Jean-Pierre continua. « Un empire n'est pas fait de briques et de contrats. C'est de la confiance, et la confiance doit être gardée de la même façon que nous gardons l'argent. » Il se tourna légèrement vers Maître Jean. « Rapport. » Maître Jean ajusta ses lunettes. Les restrictions d'accès restent en place. Les tentatives de contournement non autorisées ont été tracées et documentées. Plusieurs comptes internes ont été compromis par une coordination externe. Jean-Pierre n'avait pas besoin de nom pour savoir où cela menait. « Je veux que les garde-fous soient renforcés, » dit Jean-Pierre. « Pas parce que je crains la trahison, mais parce que je comprends la faiblesse humaine. » Il regarda directement M. Collins, l'un des membres du conseil connu pour son opportunisme. « Si quelqu'un ici croit que mon absence lui donne la permission de devenir imprudent, » dit Jean-Pierre calmement, « je suggère que vous corrigiez cette croyance. » Collins déglutit difficilement et hocha la tête. Jean-Pierre se tourna alors vers Stéphane. « À partir d'aujourd'hui, » annonça Jean-Pierre,
Stéphane assurera la continuité opérationnelle chaque fois que je serai incapable de le faire. Les yeux de Stéphane s'écarquillèrent. Jean-Pierre. Jean-Pierre leva une main. Tu l'as mérité. La pièce devint silencieuse, et dans ce silence, Jean-Pierre ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des jours. La stabilité. Plus tard cette semaine-là, Jean-Pierre prit une autre décision. Il invita l'infirmière Manon au siège, pas pour la publicité, pas pour la cérémonie, mais pour une gratitude qui méritait d'être vue. Quand Manon arriva, elle semblait déplacée dans son uniforme simple, se tenant parmi les costumes polis et les sols en marbre. Elle tenait ses mains ensemble, nerveuse. Jean-Pierre marcha vers elle lentement, la canne tapant doucement contre le sol. Manon baissa la tête respectueusement. « Monsieur, ne faites pas. » « Jean-Pierre, dit-il doucement. Pas ici. Pas comme ça. » Il fit une pause, la regardant avec un sérieux tranquille. « Vous n'avez pas juste fait votre travail, dit Jean-Pierre. Vous avez protégé un homme à qui vous ne deviez rien. » Manon déglutit. « J'ai fait ce qui était juste. » Jean-Pierre hocha la tête. « C'est plus rare que les gens ne le pensent. » Il lui tendit une enveloppe. Les yeux de Manon s'écarquillèrent. « Monsieur, je ne peux pas. »« Ce n'est pas de la charité, dit Jean-Pierre fermement. C'est de la reconnaissance. » À l'intérieur se trouvait un fonds de bourse, un soutien pour l'avancement professionnel de Manon et un don financier pour sa famille. Pas parce que Jean-Pierre voulait la sauver, mais parce qu'il la respectait. Les yeux de Manon se remplirent de larmes. « Merci, chuchota TL. » Jean-Pierre hocha la tête une fois. « Merci à vous. » Et dans les semaines qui suivirent, Jean-Pierre commença à reconstruire quelque chose d'encore plus important que son entreprise, sa vie. Sandrine disparut de ses journées comme une tempête disparaît après avoir traversé une ville, laissant des dégâts et du silence dans son sillage. Il n'y avait plus d'appels tardifs. Plus de messages, plus de visites. Parfois, Jean-Pierre entendait son nom en arrière-plan des conversations, des murmures sur l'endroit où elle avait déménagé, qui avait arrêté de répondre à ses appels, à quelle vitesse la société oublie une personne une fois que les lumières s'éteignent. Jean-Pierre ne demanda pas. Il n'avait pas besoin des détails. Il lui avait donné une clôture. Maintenant, il choisissait la paix. Un soir, il visita le petit quartier où il avait grandi. Les rues étaient plus étroites qu'il ne s'en souvenait. L'air sentait le pain chaud et le café. Des enfants couraient, riant, leur joie intouchée par la richesse. Jean-Pierre sortit de la voiture lentement, sentant des yeux sur lui. Les gens le reconnaissaient, mais ils ne le pressaient pas. Il regardait avec un respect tranquille. Il marcha jusqu'à une vieille boulangerie et acheta une baguette à une femme âgée. Elle le fixa un long moment, puis sourit. « Dieu vous a ramené, dit-elle simplement. » Jean-Pierre sentit sa gorge se serrer. « Peut-être, répondit-il. » Alors qu'il se tournait pour partir, un jeune garçon s'approcha timidement, les yeux grands ouverts. « Monsieur, » chuchota le garçon. « Est-ce vrai que vous avez failli mourir ?» Jean-Pierre s'accroupit soigneusement, grimaçant légèrement mais gardant son visage calme. « Oui, dit-il. » Le garçon déglutit. « Qu'avez-vous appris ?» Jean-Pierre regarda dans les yeux de l'enfant et répondit honnêtement. « Que l'argent ne peut pas protéger ton cœur, dit-il. Mais la vérité le peut. » Il se leva et retourna à sa voiture, portant cette simple phrase avec lui comme une boussole. De retour à la maison, Jean-Pierre s'assit de nouveau près de la fenêtre du jardin où le clair de lune peignait les feuilles d'argent. Il guérissait encore, reconstruisant encore. Mais maintenant, il savait ce qui comptait le plus. Pas les applaudissements, pas l'image, pas l'histoire parfaite. Les gens qui restent quand vous êtes impuissant. Les gens qui choisissent ce qui est juste même quand personne ne regarde. Et le courage d'affronter la vérité, peu importe ce qu'elle coûte.